Ce que je voudrais d'abord savoir, c'est où vous voyez vos films, dans les cinémathèques, les cinémas d'art et d'essai, les salles classées ou le cinéma du coin. Eh bien, Michel Prudhomme, 21 ans, étudiant en lettres et art dramatique. D'abord, on allait au ciné-club, c'est là qu'on a appris à aimer le cinéma. Et puis, maintenant, on allait surtout au quartier latin, parce que c'est le moins cher. Puis c'est là qu'il y a aussi le meilleur programme. Et puis, on va ailleurs aussi, comme par exemple, on veut revoir un vieux film qui reparaît. Alors, souvent, des salles de quartier les redonnent, ou bien la cinémathèque. Et puis, de plus en plus, parfois qu'on a un peu d'argent, bien sûr, les grands boulevards, quand il y a un bon film. Et puis la télévision aussi, quand elle en donne de bons. Je crois que tout ça se tient en fin de compte. Quand il y a un bon film, pas un bon film, quand il y a un film qui plaît, on va le voir, qu'il soit au boulevard Sébastopol, en dessous l'Arc de Triomphe ou au cinéma du coin, ça n'a pas d'importance. Oui, mais il me semble, je crains en tout cas que vous ne soyez empêchés de voir les bons films quand ils paraissent, parce qu'ils paraissent dans des salles où cela coûte trop cher. Vous êtes tout de même très gêné par cela. Alors, c'est Brigitte Bollecker, assistante à la faculté de droit, 25 ans. Enfin, personnellement, je ne vais pas très souvent, par exemple, au cinéma des Champs-Élysées, mais à l'heure actuelle, très rapidement, les films viennent au quartier latin. Alors, sauf si on est vraiment très impatient, je crois que dans l'ensemble, on attend qu'ils arrivent dans des cinémas plus accessibles. Et d'ailleurs, de toute façon, il me semble que, comme disait mon camarade avant, on cherche le film qu'on aime, on va le voir un peu où qu'il soit. Oui, et si on n'est pas trop fauché. Anita Laverne, 19 ans, étudiante en lettres et philosophie. Nous avons la possibilité d'aller voir des films au quartier latin à des prix réduits. Néanmoins, j'ai eu l'occasion d'aller dans des quartiers de Paris qui ne sont pas au centre de Paris, où il est très difficile de voir les films en exclusivité et où ils passent généralement très longtemps après leur parution. La plupart du temps, dans ces quartiers, on trouve des films soit d'aventure, soit le traditionnel film de grand amour, Cécile B. 2000, etc. C'est assez lamentable. C'est assez lamentable pour qui? Pour les spectateurs des quartiers qui, eux, ne se déplacent pas. C'est assez lamentable, non seulement pour les spectateurs des quartiers qui ne peuvent pas se déplacer, deuxièmement pour la diffusion du cinéma, pour l'orientation qu'on voudrait lui donner, et enfin pour la culture générale des gens. Ainsi, ce matin, qui, parmi vous, a vu Les Gauloises bleues? 4, oui. 4 sur 10. Eh oui. Ce n'est pas beaucoup. Michel Cournot. C'est pas beaucoup parce que le film est sorti il n'y a pas longtemps et il vient seulement de commencer à être projeté au quartier latin. Vous savez, on va s'apercevoir probablement au cours de l'émission que l'argent pourrit tout le cinéma. Beaucoup plus que les autres arts, pour la raison qu'un film coûte beaucoup plus cher à faire qu'un livre, une peinture, etc. Pourquoi les jeunes gens ne peuvent-ils pas voir les films? Parce que le prix des places dans les salles d'exclusivité est actuellement 1100, 1200 francs, quelquefois plus. Eux, s'ils ont leur carte d'étudiant, payent un peu moins, mais tout de même, c'est un prix... Vous êtes sûr que les cartes d'étudiants fonctionnent aux Elles Champs-Élysées? ne fonctionnent pas en dehors du quartier Pas en latin. dehors du quartier. En dehors du quartier latin. Alors, C'est d'ailleurs une des c'est raisons encore pour pire. lesquelles on va essentiellement au Donc, quartier latin. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'étudiants ou de jeunes qu'à Paris. Il y en a évidemment dans toute la France. Et quel est le drame? C'est que si un film qui vient d'être fait et qui est un film français, mais enfin c'est valable aussi pour des films étrangers qui sont un peu commerciaux, si un film qui vient d'être fait ne sort pas, pour commencer, dans des salles qui sont beaucoup trop chères pour les jeunes gens de Paris, alors à ce moment-là, le film ne sortira jamais, ni à Bordeaux, ni à Lyon, ni à Toulouse, etc. C'est-à-dire que la seule chance qu'un film ait d'être vu en province, c'est qu'il soit d'abord mis en vente dans des cinémas trop chers. Parce que c'est l'exploitation dans des cinémas dits d'exclusivité des Champs-Élysées et des boulevards qui peut provoquer la vente du film dans toutes les régions de France. Voilà. Alors c'est ça l'embêtement. Évidemment, au bout de quelques semaines,
le film va être projeté dans des salles moins chères. Et puis ensuite, encore moins chères. Et à ce moment-là, concurremment, il va être projeté en province dans des salles de moins en moins chères aussi. Mais c'est en même temps une injustice prodigieuse, étant donné que les salles, comprenez que le prix correspond à quelque chose. C'est-à-dire, quand vous payez 1200 balles pour voir Pierrot le Fou, vous voyez en vérité un Pierrot le Fou qui est bien meilleur que quand vous payez 400 francs. Vous voulez dire techniquement? Techniquement. L'image est plus belle, le son est meilleur, les fauteuils sont plus beaux. C'est-à-dire ça, que les fauteuils, je savais. C'est ça qui est absolument... Oui, mais les fauteuils, vous comprenez, je veux dire, c'est pas une question de confort, on s'en fiche, mais c'est qu'on arrive dans certaines salles du quartier latin, par exemple celle en ce moment où sont projetées les Gauloises et d'autres, on arrive dans des salles qui sont tellement inconfortables, où on est tellement mal assis, tellement mal serré, où on manque tellement d'air, et où l'écran est tellement petit et tellement loin des yeux des spectateurs, que vraiment faut un tel effort d'attention physique pour vraiment le regarder, que c'est plus du tout la même chose qu'aux Champs-Élysées, qui sont merveilleusement installés, avec de l'air renouvelé, qui ont une merveilleuse image et un très beau son. Donc, je vous démontre que l'argent pourrit absolument tout, et déjà, il pourrit tout simplement la vue et l'audition d'un film. Marie-Paul Guy, 20 ans, étudiante de bibliothécaire documentaliste et fait de l'art dramatique. Je disais que nous, on ne perçoit pas cette différence. Quand on aille voir un film sur les Champs-Élysées ou un film dans une autre salle, on s'aperçoit simplement que le siège est un peu mieux sur les Champs-Élysées, mais les choses subtiles de l'image ou bien du son... Si vraiment le son est trop mauvais, on s'en aperçoit, mais autrement, on ne s'aperçoit de rien du tout. Je suis quand même d'accord. Votre nom Philippe Blavin, 23 ans, et travaillant dans le secteur de l'éducation populaire. Je suis quand même assez d'accord sur le fond du problème qui vient d'être évoqué. Seulement, enfin, quand même, il faut citer, par exemple, des initiatives assez heureuses, comme le Théâtre de l'Est parisien, qui passe régulièrement des films et à des prix, là, abordables. Alain Dion, 20 ans, étudiant en médecine. Ce qu'on vient de dire est surtout valable pour des films musicaux. Alors, l'exemple de West Side Story qu'on voit au Georges V, où on apprécie bien la musique de ce film. Et si on va le voir dans un cinéma de quartier, ce film perd peut-être pas la moitié de sa valeur, mais en tout cas une bonne partie, parce que les micros vont pas être disposés pareil, parce que la salle est mal sonorisée, parce que l'architecture est mauvaise. Enfin, on va perdre une bonne partie de la qualité de ce film. Enfin, c'est surtout bon pour les films musicaux. Moi, je me rends pas compte de la qualité de la pellicule, mais en tout cas pour le son, c'est très net. Mais ce qui m'étonne, c'est que je n'entends dire à aucun de vous je vais voir les films en cinémathèque. La cinémathèque, c'est toujours pareil. La cinémathèque est très petite. Alors, pour voir un film à la cinémathèque, il faut arriver une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Mais il y a plusieurs Il cinémathèques. y en a deux, je crois. Oui, il y en a deux, une, mais pas Et les la salle est chayos. tellement petite. Et puis, qui plus est, la cinémathèque, enfin, je sais pas, c'est une question de goût personnel que j'aimais. La cinémathèque sort des films, beaucoup de films américains, assez anciens. Personnellement, j'ai une sainte horreur du cinéma américain, quoi qu'il y ait de très bons films. Mais malheureusement, ils sont toujours mal doublés, c'est ce qui fait qu'ils deviennent mauvais d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Mais justement, le programme de cinémathèque, je ne sais pas qui le fait. Puis là aussi, on a beaucoup d'inconnus au cinéma. Alors, quand on ne connaît pas le film au départ, on voit vraiment l'inconnu, un film américain qui date de 1930, même 1950. Nous qui sommes assez jeunes, on ne sait pas du tout quel est ce film. Alors on n'est pas tenté d'aller le voir, à tort peut-être. Enfin, on ne se dit pas, tiens, je vais y aller, et puis on n'est pas sûr de passer une bonne soirée, alors on hésite. Oui, ce qui est bien dans un sens, c'est que vous n'êtes pas le seul, mais qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas comme vous. C'est pourquoi on est obligé de faire la queue à la cinémathèque. Si on fait la queue à la cinémathèque, à mon avis, Michel Cournot qui parle, c'est justement parce qu'elle est très mal tenue et très mal faite. Il faut se rendre compte que c'est extrêmement grave, la cinémathèque, et vous avez eu raison d'en parler. Parce que les étudiants vont à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à la Bibliothèque de la Sorbonne et partout. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont le choix entre des millions de titres. Quand ils arrivent à la cinémathèque, un lundi à 20h30, ils n'ont pas le choix. Ils ont un titre. Donc, il serait extrêmement important que les films qui sont présentés à la cinémathèque, où on n'a encore aucun choix, soient vraiment présentés avec un très grand esprit, avec un esprit très large,
un très grand esprit d'options générales et variées, et qui soit conçu plutôt pour le jeune public et pour le jeune public d'aujourd'hui. C'est pas du tout ce qui se passe. À mon avis, les films qui sont présentés à la Cinémathèque reflètent un esprit de culture, de respect de la culture, qui est complètement inactuel, et d'autre part, un petit esprit de chapelle lié au cahier du cinéma, qui, oui, mais ne riez pas, c'est extrêmement grave, c'est une toute petite chapelle, les cahiers du cinéma, qui choisit automatiquement ou bien des films américains, ou bien des films russes absolument ultra classiques qui ne nous intéressent plus, ou bien des films de Jacques Rivette, Daniel Valcross, Pierre Casse, c'est-à-dire tous les nullards du cinéma français, mais qui font partie du comité d'administration de la Cinémathèque, ce qui fait qu'on est complètement possédé par cette petite bande. Donc, vous avez raison de parler de la Cinémathèque, il y a un drame, ils se sont défendus comme des lions, ils ont gagné, je crois que c'est dommage, c'est pas du tout conçu comme ça devrait l'être pour un public de jeunes cinéphiles, de jeunes étudiants, qui n'ont plus aucun respect de la vieille culture poussiéreuse, des vieux films incompréhensibles, et qui se fichent du cinéma américain, et qui voudraient voir des films qui les intéressent, qui n'ont jamais vu. Vous comprenez, c'est incroyable. Il vous passe 3 fois par semaine, non j'exagère, une fois toutes les 3 semaines, le cuirassé Potemkin, on le connaît tous par cœur. En 1914, ils ont fait 350 longs métrages en Russie. Eisenstein, Pudovkin, tout ça, ça n'existait pas. À la Cinémathèque de M. Langlois, il n'y en a pas un. Il ne sait pas ce que c'est que le cinéma. Il a quelques films que tout le monde connaît, un point c'est tout. C'est extrêmement grave, la question de la Cinémathèque. Philippe Blavin, Association populaire, je crois que quand même c'est beaucoup plus ouvert. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs cinémathèques. Et en particulier, j'aimerais citer la Cinémathèque de l'Éducation nationale, qui est dans le 17e, et d'ailleurs, où on peut rentrer gratuitement, et où des cycles sur des metteurs en scène sont entièrement faits. Ou alors, là, justement, eh bien, cette optique que vous souhaitez, je crois qu'elle est respectée. Pour revenir tout à l'heure à ce que disait Michel Cournot, il disait à la Cinémathèque, on ne voit que des films dits classiques qui repassent très souvent. Et je crois que la Cinémathèque devrait garder en partie ce genre de choses, parce que on a très souvent envie de revoir un film, comme on a envie de revoir un bon livre. Mais si la Cinémathèque, et c'est souhaitable, passe des films inconnus, alors là il faudrait changer toute la politique, et puis faire un système d'information sur ces films, montrer ce qu'ils sont, ce qu'ils apportent, parce que vraiment, si on nous sort un illustre inconnu de 1930, personne ne sera tenté d'y aller, je vous assure. Oui, mais à ce moment-là, en effet, il faudrait que la Cinémathèque soit bien faite. Là, M. Langlois balance les films à la figure des gens sans leur donner aucune indication. Exactement. Il n'y a pas de hall d'accueil, il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de notice, il n'y a rien. Il y a des films en mauvais état, avec des sous-titres en tchèque ou en portugais. Quand il y en a. Et quand il y en a, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même monstrueux, c'est que par exemple, quand il passe un film qui est un peu mieux que les autres, Les Nouveaux Messieurs de Jacques Feder, tous les sous-titres ont été enlevés. Je ne sais absolument pas pourquoi. On ne comprend plus rien à l'histoire. Et on passe ça comme ça. Comme si on allait à la Bibliothèque nationale, on prenait un bouquin de Racine, il manquait une page sur 2. C'est insensé. Oui, j'ai vu un Fritz Lang en langue allemande. Je ne connais pas un mot d'allemand. Enfin, le film était très bon, donc j'ai pu le suivre. Mais sinon... Oui, mais là vous ne pensez pas que tous les films aient besoin d'être doublés, quelquefois... Ah non, sous-titrés. Ce sont des films muets avec des cartons, où les dialogues sont écrits sur l'écran. Les Nouveaux Messieurs de Jacques Feder, dont je parle, est un film français, dont les cartons, les textes sont français. Donc il n'y avait aucune difficulté de traduction. Tous les cartons ont été enlevés. On ne comprend plus rien au film. Bon. Enfin, heureusement pour vous, tous qui êtes là, vous avez trouvé le moyen de regarder des films. Vous les trouvez beaux, même s'ils ne sont pas donnés de la manière technique la plus parfaite. Vous êtes heureux de les voir. Puisque vous êtes ici, c'est que vous aimez le cinéma pour des raisons différentes. Qu'est-ce qui vous attire au cinéma? Est-ce que c'est une distraction ou est-ce que vous pensez que, en voyant un film, que vous pourriez faire un film vous-même? Sandra Froment, étudiante en lettres et art dramatique. Moi, personnellement, je recherche une émotion esthétique et aussi une certaine recherche intellectuelle. Enfin, je veux voir quelque chose qui corresponde à mes besoins et à mon état d'esprit actuel. C'est pour ça que j'aime beaucoup le nouveau cinéma, pour son travail de recherche, qu'il essaie de faire de plus en plus.
Je crois qu'on va au cinéma pour différentes raisons et pas toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut aller voir un film dit de la nouvelle vague, parce qu'en fait c'est encore un grand mot qui ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de nouvelle vague ni d'ancienne, il y a des bons et des mauvais films, bon, ça c'est assez connu, enfin il faut le redire. Parce que ce genre de cinéma nous apporte en quelque sorte, comme on dit souvent, la vie à 24 images secondes, mais vraiment la vie, c'est pas des choses construites. Et puis on va voir aussi des films dits commerciaux, et il y en a quand même qui ne sont pas mauvais, parce qu'il y a des numéros d'acteurs excellents. Alors ça pose le problème de savoir justement si le cinéma doit être la vie à l'état pur, comme les films de Truffaut le montrent, comme les films de Godard le montrent dans certaines séquences, pas dans toutes d'ailleurs, parce que Godard c'est assez construit, c'est pas la vie à l'état pur, c'est pas vrai. Ou bien alors si on veut voir véritablement une action dramatique avec de véritables comédiens. Alors je crois qu'on peut aimer les deux genres de films. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment à condition qu'ils soient bons, bien sûr. Mais quand vous parlez d'un cinéma dramatique, vous voulez dire Phèdre, par exemple? Non, un cinéma en Phèdre, non, mais enfin, j'estime qu'à partir du moment où il y a d'excellents comédiens avec un sujet intéressant... Bon, moi, personnellement, j'ai vu Les Gauloises Bleues, par exemple, qui n'est pas une action dramatique, commerciale, extrêmement suivie. Et j'ai vu Annie Girardot, qui est une comédienne extraordinaire. Donc, je veux dire, c'est pas du tout incompatible. Justement, c'est ce que je voulais dire. Ah bon? On peut... Non, parce que là... bien sûr, il y a certains films qui réunissent les deux qualités. Moi, je n'envisage pas du tout ça de cette façon. D'un point de vue tout à fait instinctif, il me semble que le spectateur, actuellement, est plutôt désorienté. Autrefois, il allait au cinéma, par exemple, tous les samedis soirs, parce que c'était une distraction comme une autre. Et puis, au fur et à mesure, le cinéma s'est révélé au public sous un autre aspect. C'est-à-dire, ça ne se présentait plus seulement comme une distraction, mais il y avait des noms qui étaient venus, des auteurs, comme il y en a par exemple en littérature. Et alors, le spectateur allait au cinéma en se posant des questions, en se disant « qu'est-ce que je vais voir ?» Enfin, il y avait une espèce de recherche en se demandant ce qu'il allait y avoir sous la couverture. Il me semble qu'actuellement... on va au cinéma avec une autre optique. Comme on va lire un bouquin, par exemple, on se pose des questions. On ne sait pas encore ce qui va se réserver parce qu'on n'a pas le point de vue du spécialiste. Pas tous, malheureusement. Enfin, je veux dire, pas tous les publics. Je crois que tu te places dans un point de vue particulier. Enfin, malheureusement, il y a des gens qui vont encore au cinéma sans choisir exactement. Oh, les trois je quarts, ne pense pas. heureusement. Même les trois quarts, oui. La presse joue beaucoup. Non, les oui. critiques. Mais qui lit les critiques? Oh, tout le monde. Mais il y a la publicité. Enfin, si, Une bonne partie, parce qu'il y a des ceux très qui mauvais vont au journaux cinéma qui pour font voir un des tel critiques film, très pour être à la mauvaises page. Il y a la publicité et puis il y a l'endroit aussi où un film est joué. Alors prenons par exemple un metteur en scène comme Godard qui a une certaine réputation de metteur en scène intellectuel, difficile, enfin devant qui on peut se poser des questions. Eh bien, beaucoup de gens vont voir... par exemple, quand on jouait Pierrot le Fou, on l'a joué sur les Champs-Élysées, entre autres. On a fait tout un tas de publicités sur Pierrot le Fou et il me semble que les gens y sont allés en se posant quand même des questions. Mais aucun ne m'a dit je vais au cinéma parce que j'aime voir des images. Oui, mais je vous dis, les images de la vie, en fait, on veut voir. Monsieur, vous voyez les images de la vie placées dans un contexte bien trop intellectuel à mon goût. Ah, et non. puis, heureusement qu'il y a des gens qui vont encore au cinéma sans savoir ce qu'ils vont voir. Heureusement qu'il y a quand même une certaine spontanéité, une certaine pureté du type qui s'installe dans son fauteuil, quand on a marre de sa journée, et puis qui va voir des images, qui va partir, qui va rentrer chez lui avec un tout petit potentiel, un tout petit bagage d'images, de choses miroitantes qui vont nager en lui, un point c'est tout. Mais encore heureux qu'il y ait des gens comme ça, parce que sans ça, excusez-moi, ça Mais bien serait sûr. plus Mais- rigolo du tout d'aller La au position cinéma. me paraît quand même très dangereuse parce que tu te places, enfin il me semble que tu te places du point de vue de l'esthète, c'est-à-dire qu'il va avoir de belles images. Seulement tu as aussi le cinéma, par exemple, mettons le cinéma d'aventure, où comme je le disais tout à l'heure, Cécile B2000 va voir Simon le Pêcheur ou je sais pas quoi, des films dans ce genre. Bon, tu auras peut-être énormément toute une foule qui se présentera à tes yeux de toutes sortes de couleurs, mais moi des images comme ça, bah tu sais, Oui, ça, parce c'est qu'à c'est la différence qu'il y a entre les tableaux de prise unique et les tableaux du musée du Jeu de Paume. Je suis entièrement d'accord. Oui. T'as une image dans une... Si. Oui, mais d'ailleurs, il me semble que ce phénomène d'intellectualisation dont on parle n'est pas du tout incompatible justement avec le rôle des images. Dans la mesure où je crois que le film, à l'heure actuelle, devient souvent très hermétique, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai remarqué dans le film des Gauloises Bleues, que j'ai beaucoup aimé, mais que je n'ai pas toujours compris. Les images prennent alors de nouveau un relief tout particulier. Lorsqu'elles sont intégrées dans une histoire, on s'attache plus à l'histoire.
Alors que lorsque l'histoire est un peu déstructurée, je crois que l'image a souvent un rôle tout à fait primordial et qu'on se laisse aller à la poésie des images, beaucoup plus souvent que lorsqu'elles sont suivies par un lien extrêmement logique. Mais je crois qu'il y a une synthèse qui se fait. Par exemple, je pense à un film que j'aime beaucoup parce que je l'ai vu au moins 5-6 fois, je pense à Muriel d'Alain Resnais. Oui, et bien, dans Muriel d'Alain Resnais, il y a une histoire, il y a un drame, parce que chaque personnage, il y a une action et chaque personnage a une sensibilité et un drame intérieur. Et bien, tout cela est suggéré justement par la poésie des images. Et des gens m'ont dit, et très souvent, parce que là il y a le pour et le contre aussi, c'est un film qui est très discuté, des gens m'ont dit « Oh, je déteste Muriel, c'est un film compliqué ». Je dis non, il n'y a qu'à s'asseoir dans son fauteuil, se laisser aller, regarder les mouvements de la caméra, enfin pas les mouvements de la caméra, mais ce que la caméra nous montre, et comme cela, on arrive à voir des personnages vivants. Et c'est cela, je ne crois pas qu'il faut dire « je vais voir des images d'une part, et puis je vais voir une histoire d'autre part ». Ce sont les images qui nous suggèrent l'histoire. Bien sûr. Ah bon, alors j'ai pas vu. Il a dit je vais voir des images. Oui. Je ne cherche pas obligatoirement un apport intellectuel extrême, je vais voir des images. Mais moi je lui reprochais de poser une sorte d'a priori, enfin obligatoirement il pose un a priori. S'il dit je vais voir des images, ça supposait qu'au départ il juge qu'il va voir un bon film. Parce que s'il veut aller voir des images et qu'il prend n'importe quel film, qu'il tombe sur un film nul, qui n'a aucune qualité artistique, eh bien je pense que ça ne lui apportera rien, même du point de vue émotionnel. Il faut que vous répondiez, parce que vous non plus, vous n'êtes pas compris. J'ai trouvé de très belles images dans des Giovanni, j'ai trouvé de très belles images dans des Resnais, j'ai trouvé de très belles images dans des Lelouch, j'ai trouvé de très belles images dans des Bergman que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi dans chacun de ces films des choses qui m'ont dépassé, pas, surtout en particulier peut-être dans les Bergman et surtout actuellement, du point de vue de l'intellectualisation de leur film. Une image pour moi c'est un mouvement, une image pour moi c'est un éclairage, une image pour moi c'est rien d'autre que ça, je vais pas chercher si loin, c'est tout. Enfin il y a une présence de vie et puis il n'y a plus rien à dire quoi. Tout. On pourrait peut-être parler alors de la nouvelle orientation du cinéma à l'heure actuelle. Avant, le public était habitué à ce qu'on lui présente un film où le travail était tout à fait mâché d'avance, il s'asseyait et puis voilà, il ne participait pas. Et maintenant, il me semble qu'on demande de plus en plus aux spectateurs de participer au film, de faire un effort de compréhension et d'intérêt. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que par exemple, si je prends le cas de Godard, bon, j'aime assez Godard, mais je trouve que Godard ne donne pas à participer aux spectateurs, parce que Godard explique, il veut expliquer des choses, il veut aussi en faire sentir. Mais il veut expliquer des choses. Et étant donné qu'il n'a pas une dramaturgie classique, il n'en a même pas du tout, parfois il en a une, et qu'il n'a pas vraiment des personnages, on n'a pas à s'attacher à son film. On le reçoit en quelque sorte comme une espèce de pavé à la figure. On le reçoit aussi parfois parce qu'il y a des subtilités chez Godard, il y a beaucoup d'ironie, d'humour, il y a aussi de la sensibilité chez Godard. Mais ce n'est pas ce qu'il y a en majorité chez Godard. Donc quand tu dis que le nouveau cinéma donne à participer... Oui. Parce qu'après le film, il me semble que ça suppose un débat. Ah, après le film, mais moi je suppose que le cinéma, ça doit se recevoir tout de suite et immédiatement. Une fois qu'on est sorti, on doit en garder une bonne impression, mais on ne doit pas se creuser la tête, ah tiens il a dit ça, oh il a peut-être raison, cela. Quand Godard fait parler un noir dans, je ne sais plus quel film, je crois que c'est Week-end, pendant un quart d'heure, moi je trouve ça grotesque, tu comprends, parce que là c'est la partie la plus mauvaise du film, et la meilleure c'est le travelling sur la route, tu comprends, parce que ça c'est vivant. Oui, alors Philippe Blavin, justement, moi je suis absolument d'accord avec Sandra. Est-ce que c'est justement parce qu'il n'y a pas eu participation que, en définitive, cette séquence avec le noir a été trouvée ridicule? Parce qu'en définitive, c'est ça, parce que Godard, c'est un jaillissement d'idées. D'idées et pas de sentiments. Ah, je suis pas d'accord, regarde Pierrot le Fou. Ah oui, mais ça c'est une autre... Oui, ça j'adore Pierrot le Fou, mais dans n'importe quel film... Noir. Bon, bah d'accord, mais même dans Week-end, en fait, t'as des... Le personnage imaginaire, à mon avis, c'est un personnage qui est rempli de sentimentalité. Enfin non, je suis pas d'accord. Puis l'amour avec lequel enfin non. Il y a des images qui sont remplies de sentimentalité. Mais non, on est en train de se limiter énormément actuellement dans ce débat parce que nous parlons d'un auteur en particulier, d'un film en particulier. Ça va retirer tout intérêt à la discussion. Alors, plutôt que de se limiter de cette façon, autant voir, il y a deux formes de cinéma, en fin de compte, en limitant les choses au maximum. Il y a un cinéma, comme disait, comment s'appelle-t-il, la caméra stylo, là,
d'Astruc, voilà, c'est ça. Et d'autres, enfin, un cinéma plus ou moins intellectuel qui veut apporter quelque chose, qui se veut ayant un sens. Et d'autre part, un cinéma, disons, publicitaire, commercial. Et alors, c'est dans cette mesure qu'il faut savoir si oui ou non il y a participation. Dans ces deux formes de cinéma, si on peut envisager une participation. Michel Cournot, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous écoutez surtout les jeunes. C'est pour ça que je suis venu. Hein. C'est pour ça que vous êtes venu. Mais vous n'êtes pas venu que pour cela. Parce que les jeunes veulent aussi vous écouter, parler du cinéma, purement du cinéma. Et... Mais je ne peux rien leur apprendre. Par exemple, la jeune fille qui a une robe rouge, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, vous avez dit un truc très important. Et pourtant très simple. Vous avez dit, c'était ça l'idée, s'il y a une histoire très construite et qui est racontée, je ne me dis même pas clairement d'ailleurs, mais qui est racontée avec suspense et effet, à ce moment-là, l'image perd énormément de sa vie. Et évidemment, c'est-à-dire que c'est tellement évident. C'est exactement la même chose lorsque Valérie disait que les romanciers, c'est des bons à rien, qui alignent des mots pour entraîner l'esprit du lecteur dans une action quelconque, de telle façon que les mots ne comptent plus, et qui sont tous comme des sortes de passerelles fragiles, qu'il s'agit avant tout d'enjamber à toute vitesse pour ne pas les casser. Le cinéma, c'est pareil, parce que les films qu'on appelle d'habitude commerciaux et qu'on dit non intellectuels et qu'on dit publics, en vérité, c'est pas ça qui se passe. C'est des films qui sont souvent très compliqués parce qu'ils ont des suspens et des intrigues très construites. Ils ont des personnages très compliqués parce que les prostituées, les gangsters, tous ces gens-là, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons rien d'eux, ils nous sont tout à fait étrangers, dans la mesure où même les procès d'assises, tout ça, ne nous les font pas connaître, parce que ce sont souvent des personnages très diminués, disons, par la maladie ou l'inquiétude, des choses comme ça. Donc, voilà des histoires, avec des détails extrêmement compliqués, des personnages très compliqués aussi. En vérité, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien à ces histoires-là. La Grande Sauterelle... Des films comme ça, c'est d'une complication fabuleuse. Mais on s'en fiche. Vous comprenez? Ce qui se passe, c'est qu'on ne se donne pas la peine de se rendre compte qu'on n'y comprend rien parce qu'on s'en fiche. Mais on n'y comprend rien. D'autre part, ce qu'on comprend quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose, c'est parce que ça veut dire que quelque chose va arriver. Jean Gabin traverse la rue. Jean Gabin traverse la rue parce qu'on sait qu'il va prendre une sacoche avec l'argent. Et on se demande, par exemple, si l'argent va y être ou pas. Mais l'image de Jean Gabin traversant la rue n'existe pas. D'abord parce qu'elle est mal filmée, n'importe quoi, n'importe comment. Et ensuite, parce que même si elle était belle, elle n'existerait pas. Parce qu'elle ne compte pas, cette image. Ce qui compte, c'est qu'on attend qu'elle soit finie pour voir s'il va y avoir l'argent dans la sacoche. Tout le cinéma commercial est fait comme ça. Autrement dit, l'importance formelle du cinéma commercial... C'est même pas formel, c'est beaucoup plus grave. C'est qu'il n'y a rien. Et c'est pour ça, j'en reviens à monsieur, alors avec qui je ne suis pas du tout d'accord, quand vous dites le cinéma, ça doit se passer au moment où le film est projeté et pas après. Mais alors là, je suis absolument pas d'accord. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce cinéma-là, où l'image ne compte pas, où le son ne compte pas, vous en sortez, c'est terminé, c'est fini, c'est complètement réglé, il ne se passe plus rien entre le film et vous rentrez chez vous, vous avez tout oublié. Pourquoi est-ce que vous, mademoiselle, vous dites on se pose des questions? Et vous avez l'air de croire qu'on se les pose avant. À mon avis, on se les pose après. Parce que vous sortez du film, par exemple Muriel, que moi je déteste, mais il faut admettre que c'est un grand film. Vous sortez de Muriel. Et vous êtes absolument rempli de questions. Et même beaucoup plus que de questions, c'est pas de questions que vous êtes rempli. Vous êtes rempli du film. Oui, le film vous met dans un état deuxième, sous une sorte de choc, un peu comme si vous voulez au moment où vous vous levez pour aller au travail et que vous avez 39. Et vous êtes embêté parce que vous avez des choses en vous, des microbes. Et vous vous sentez plus pareil, vous avez de la fièvre, c'est différent, vous vous demandez ce que vous avez. Vous sortez d'un film où les images comptent.
vous êtes déjà habité par les images, et attention, ça n'est qu'un début. Excusez-moi l'expression, ça n'est qu'un début, ça va continuer terriblement, il va y avoir une existence passionnelle entre le film et vous, des images vont vous revenir la nuit, le jour, et c'est pour ça que vous vous posez des questions, parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Vous avez une fièvre cinématographique qui vous a pris, qui commence, et la réaction c'est de vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas qu'est-ce que ça veut dire, en fait, c'est beaucoup plus clair que La Grande Sauterelle ou un film de Grangier. Je vous assure que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Mais ce qui se passe, c'est que vous réagissez en ne comprenant pas pourquoi vous avez la fièvre. Donc vous vous dites, qu'est-ce qui est arrivé ? Et vous vous dites, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris puisque ça continue pour moi. Mais pas du tout. C'est parce que vous avez tout compris et parce qu'il y avait quelque chose à comprendre, que ça commence. Moi, je vois la chose comme ça. Vous parlez de ce que vous espérez que les spectateurs ressentent après avoir vu un de vos films. Ah non, moi je parle pas du tout un de vos films ou un film de ce genre. De mon film. Non, vous ne parlez pas de votre film. Je parle par exemple d'un film de Muriel. C'est ce qui se passe après Pierrot le Fou, Week-end, Muriel, La Grève des Einstein, énormément de films quand même. Non, mais tout à l'heure, quand je disais qu'il se passe rien après, c'est une manière un peu exagérée de parler, parce qu'effectivement, il se passe quelque chose. La preuve, on va revoir le film. Mais je veux dire par là que la jouissance totale, elle est dans l'instant. Je pense, dernièrement, j'ai vu Baiser voler. Et ben, pour moi, la jouissance, elle était devant l'écran, devant le clin d'œil de Jean-Pierre Léaud, devant la caméra qui vient saisir tel objet. Voilà ce que je voulais entendre par là. Bien sûr, on est toujours tourmenté par un bon film. Mais je voudrais me permettre d'ajouter une chose. Vous dites... on n'aime pas, par exemple, La Grande Sauterelle parce qu'on sait que Madame Mireille d'Arc traverse la rue pour aller faire ceci, pour aller faire cela, et puis ça n'a aucune espèce d'importance. Mais d'accord pour La Grande Sauterelle, mais là je pose, est-ce que vous aimez Hitchcock ? Parce que chez Hitchcock, c'est différent. Là, le monsieur traverse la rue et puis on est suspendu à ce qu'il va faire. Et puis, bien sûr, et à une certaine esthétique aussi, je pense à La Corde quand même, qui n'est pas dénuée totalement d'esthétique cinématographique. Je crois que pour cette émission, il ne faut pas qu'on commence à se demander ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, parce qu'on ne sait pas pourquoi on aime ou on n'aime pas. Chacun a ses réactions personnelles, et on va se perdre là dans un dédale de partis pris individuels, parce qu'en effet, je peux vous dire que j'abomine Alfred Hitchcock, que je trouve que c'est vraiment des caprices de vieille tante. Je trouve monstrueux l'idée générale qui régit son cinéma, qui consiste à dire que si un monsieur et une dame s'assiedent à une table pour parler, ça ne devient intéressant qu'à partir du moment où il y a une bombe sous la table dont on se demande si elle va sauter ou pas. Tout est fait là-dessus. Donc, j'abomine ça, et vous comprenez, c'est pas la peine de commencer à dire ça, puisque Hitchcock est reconnu dans le monde entier comme un très grand cinéaste, et que justement, quand il y a un film d'Hitchcock à la Cinémathèque, il y a 7,5 km de file d'attente. Donc, oui. Ne commençons pas sur les trucs personnels, il faut mieux parler du cinéma en général. Mais vous reconnaissez qu'Hitchcock est un bon cinéaste. Non, absolument nul. Mais complètement, ça ne vaut rien. Il n'y a pas 3 secondes d'Hitchcock qui valent quelque chose. Pour moi, c'est pas compliqué. Vous ne refusez pas que l'on discute des autres cinéastes que l'on aime ou que l'on n'aime pas. On est forcé un peu de parler toujours de ce qu'on préfère. C'est très difficile de ne pas être partisan. Vous l'acceptez. Il y a une question de vous. Oui. Excusez-moi, j'ai trouvé tout à l'heure ce que vous avez dit un petit peu ambigu par rapport à l'état second. Parce que, prenons par exemple un film de Hitchcock, eh bien, lorsque le spectateur va voir un film à suspense comme ça, il en ressort plus ou moins ému, troublé, il se couchera peut-être en regardant sous son lit s'il n'y a personne, enfin, il en sera plus ou moins marqué. Alors, vous avez dit qu'il y avait tout un tas d'impressions qui emplissaient le spectateur après avoir vu un film comme Muriel, que vous jugez bon et que vous ne l'aimiez pas. Je voudrais que vous puissiez définir quelle différence alors vous faites entre, si c'est une différence de construction par exemple, ou de signification ou d'ambition que vous faites entre le film par exemple de René, ce genre de film, et le film strictement à suspense. Je sais pas, il me semble que par exemple dans le film d'Hitchcock, tu peux après avoir une certaine peur parce que tu as vu certaines images qui peuvent te causer une frayeur. Mais l'individualité des personnages ou ce que ça peut t'apporter au point de vue personnel,
à mon avis, tu n'en retires strictement rien. Mais Tu récites dans l'histoire. exactement. Alors que par exemple, si tu vas voir Muriel, après tu peux, ou dans l'année dernière à Marienbad, te pénétrer certaines idées. Dans l'un, tu as des idées, et dans l'autre, Voilà, tu as c'est seulement là- un suspense. C'est là, c'est là où je voulais en venir. Je voulais vous demander si, pour vous, la différence consistait entre, pour le cinéma suspense, une superposition de faits qui sont attendus et qui créent donc des émotions, et pour le cinéma, tel que vous le jugez bon, une idée centrale autour de laquelle toute l'action est dirigée. C'est à vous que ce discours s'adresse. Oui, mais Cournot. c'est tellement intelligent ou intellectuel ou entre les deux que ça m'est difficile de répondre parce que je suis vraiment un primaire. Vous comprenez, c'est pas comme ça que je vois la différence, si ça peut être pris pour une réponse. La différence, elle est plutôt pour moi dans le fait que des cinéastes, par exemple, traitent l'écran de la salle de cinéma comme une fenêtre grande ouverte. Donc vous vous asseyez dans la salle et vous regardez cette fenêtre grande ouverte. Au-delà de cette fenêtre, à une certaine distance, vous regardez, comme vous pouvez, une imitation, plus ou moins ratée, parce que toute imitation est ratée, une imitation d'une certaine vie, que vous connaissez ou pas, mais tout de même que vous connaissez un peu, puisque ça consiste à imiter des gens qui traversent les rues, montent les escaliers, rentrent dans des chambres, parlent, s'embrassent, se déshabillent, etc. Ça, c'est une école de cinéma. C'est Hitchcock, Jean Renoir, John Ford, François Truffaut, c'est tout ce que vous voudrez. L'autre, je trouve que c'est là qu'est la différence. C'est entre le cinéma imitatif, donc à mon avis paresseux et menteur, et les cinéastes qui, eux, alors ne truquent absolument pas, prennent l'écran pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un rectangle de toile blanche, et si vous voulez, font comme si on avait affaire exactement à une suite d'images qui existent matériellement sur cette toile blanche à l'intérieur du cinéma. Toute la différence est là. Oui. Si vous voulez, sur cette toile blanche, sur cette toile blanche, vous pouvez faire des dessins, des gravures, des mises en page, des images constituées d'un certain nombre de valeurs, comme Eisenstein, parce qu'il n'y a pas un plan, il n'y a pas une image d'Eisenstein qui n'est pas une image qui est là, sur l'écran, posée, dessinée, fixée, cadrée, sur l'écran matériellement, exactement comme un dessin de Seurat ou un Delacroix est sur le tableau. Et en fait, Godard ne fait presque jamais que ça. Et c'est ça, le cinéma, pour moi, en tous les cas. C'est là qu'est la différence. C'est là qu'est vraiment la différence. C'est-à-dire que vous avez les gens qui s'assiedent et qui regardent derrière la fenêtre une espèce d'imitation de gens qui vont, qui viennent, et puis vous avez les gens qui s'assiedent et qui voient défiler 400 tableaux. 400 tableaux. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il y a le son. Et que les cinéastes de la première catégorie, les paresseux menteurs, recopient également le son. Un type marche, on n'entend ses pas. Il pose un verre, on entend le verre, etc. Un point, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et il recopie les voix. Alors que le cinéaste qui traite l'image franchement comme de l'image, lui aussi traite le son franchement comme du son, c'est-à-dire qu'il construit un son comme un musicien construit de la musique. Et que c'est le mélange des deux qui fait que on commence à être habité et que la fièvre dont je parlais commence, parce que c'est une intoxication audiovisuelle, concrète, psychosomatique, du premier degré. Alors que le reste, c'est du bidon, c'est de la frime, et le public ne peut pas on ne peut pas lui laver le cerveau avec ça. Excusez-moi d'employer des termes complètement fascistes, mais c'est qu'on s'en rapproche avec le cinéma d'action, le cinéma qui est un mélange, d'ailleurs complètement inanalysable à l'heure actuelle, d'images et de sons. Beaucoup plus quand on est dans l'histoire d'idées, de mettre des idées. Je ne crois pas, moi. oui, mais à cette fièvre, il y a des gens qui sont complètement allergiques. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, je ne le crois absolument pas. De même qu'on peut faire passer n'importe qui, s'il existe, à l'Institut Pavlov de Mandchourie extérieure pour lui faire un lavage de cerveau, et qu'il n'y en a pas un qui s'en tirera normal. Ça, je ne crois pas. Vous voulez dire que tout le monde attrape cette fièvre? Oui, et tout le monde est content d'être malade. Ah non, pas du tout, au contraire. Non. Presque tout le monde est mécontent. Oui, mais l'essentiel, c'est qu'il... Presque tout le monde est mécontent, c'est-à-dire qu'ils se disent « mais qu'est-ce qui m'arrive ?»
En fait, ils se disent pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais voilà, inconsciemment, ils se disent, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que j'ai? En fait, ça se traduit par les questions suivantes. Il est fou, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu raconter? Pour qui est-ce qu'il nous prend? Pour qui est-ce qu'il se prend? Est-ce qu'il nous prend pour des imbéciles? C'est complètement obscur, j'ai rien compris. Tout simplement parce que le spectateur n'a pas réglé le film. Le film commence à la sortie au lieu de se terminer à la sortie. C'est comme ça que je crois que les choses se passent. Est-ce que vous êtes tous du même avis? Pas du tout, j'espère. Non, mais c'est-à-dire que ce que je comprends pas, c'est que Michel Cournot dit, dans le premier cas, avec les vieux cinéastes, il y a construction. Pas les vieux, puisque Eisenstein est jeune. Oui, enfin, non, je parle des vieux, pas d'Eisenstein, au contraire d'Eisenstein, justement. Il dit il y a construction et il y a recréation d'une réalité qui est fausse, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais alors chez Godard aussi, il y a une construction, chez tous les cinémas. Il y a une autre construction et qui n'atteint pas une grande vérité. Non, il n'a pas dit, il a dit imitation d'une vie. Il n'a pas dit reconstruction, imitation. Justement, et dans le cinéma, la seconde catégorie de cinéma, il y a une reconstruction, même pas. Il y a une reconstruction d'un monde, bien qu'il ne soit pas forcément très. Il y a une imagination créatrice en image-son. Oui. Ça, on l'a chez Godard. Oui. Oh oui. Alors que c'est exactement la même différence que pour des tableaux. On voit sur les marchés des tableaux sur fond noir avec des figures de chiens. Alors on essaie de reproduire un chien. Alors il y a des marques aux oreilles, il y a bien de narines, enfin tout est bien reproduit. Puis d'autre part, tu peux avoir un tableau prends un tableau d'Odilon Redon par exemple à côté, où tu n'auras pas une reproduction totale de la réalité, mais si tu compares les deux œuvres, tu auras d'un côté une œuvre d'art et puis d'autre part la reproduction d'un chien. Ce qu'il faut dire, d'ailleurs c'est un problème qui se pose dans l'éducation populaire aussi, c'est que de toutes les façons, le spectateur est bien dupé parce que la mise en scène est toujours très bien faite. Et les Américains d'ailleurs s'y entendent bien là. La mise en scène de quel film? La mise en scène des films dits de grande consommation et puis aussi la mise en scène des autres films. De toutes les façons, il y a une constante. En général, à peu près sur tous les films dits de grande consommation, ou que ce soit des films dits intellectuels, eh bien de toutes les façons, la mise en scène est bien faite. Alors, c'est exactement ça, ou bien le spectateur va être dupé, et il va être bien dupé parce qu'il aura eu droit à une bonne mise en scène, mais à quelque chose d'absolument ridicule. Effectivement, si on prend un film de grande consommation, c'est-à-dire un film d'action, n'importe quoi, parce que ça ne lui apportera rien, ou alors il sera extrêmement enrichi parce que tous les moyens du cinéma lui seront donnés. Et c'est pour ça qu'il y aura une fièvre, effectivement. Mais il y a un genre de film dont personne n'a parlé et qui est en dehors, je crois, de cette comparaison. Ce sont les westerns. Et pourtant, il y a pour cela un public. Peut-être pas autour de cette table. Et c'est pourquoi personne n'en parle. C'est possible. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas du tout les westerns. Moi non plus. Ici, personne n'aime les westerns. Non. Il faudra donc faire un débat. Vraiment une bande d'intellectuels incorrigibles. Ah non, je crois au contraire que ce sont les intellectuels incorrigibles qui, quelquefois, vont voir les westerns. Non, quand on a vu un western, on a vu tous les westerns, à mon avis. Oui, alors mais là, à ce moment-là, c'est la mauvais, mise en et puis scène qui joue. Il n'y a aucune image. Et l'histoire est là toujours la même. C'est une question de différence de cheval. C'est peut-être juste de dire une question de mise en scène et aussi d'interprétation. Parce qu'on a beaucoup parlé d'un western qui s'appelait Le train sifflera 3 fois. Je l'ai vu il y a très longtemps et je dois dire ça m'a plu quand je l'ai vu. J'espère que ça me plaira encore. Et il me semble qu'il y avait des prises de vue qui pouvaient frapper le spectateur, qui l'amenaient à réagir devant un western, non pas d'une façon traditionnelle, mais à réagir par rapport à l'image, pas spécialement par rapport à l'histoire. Enfin, quand on le voit marcher, par exemple, quand il sort d'un saloon ou quelque chose comme ça, et on le voit marcher, il y a une prise de vue directe sur le personnage qui m'a paru excellent. Moi, je sais pas, je vais vous dire franchement, j'ai autant de plaisir à aller voir parfois un bon film commercial qu'un excellent film de Lelouch ou d'un autre. Je veux dire par là que je ne me limite pas. Les plaisirs sont différents et je crois qu'on n'insiste pas assez sur ce fait que
On peut éprouver aussi, il y a beaucoup de gens qui éprouvent du plaisir aux deux genres de catégories de films. Bien sûr, heureusement. Oui, je crois Philippe qu'il- Lavin. Alors là, je crois que c'est une sorte de demi-suicide parce que, en définitive, quand il y a un défilé d'images sur un écran, eh bien, il y a un blocage des mécanismes mentaux qui se fait. Je me pose une question là sur la lucidité dans laquelle vous allez au cinéma parce que comment vous ne pouvez pas voir qu'en définitive, il n'y a qu'une bonne mise en scène qui a été faite, mais rien d'autre. Vous avez l'air d'apprécier ce jugement. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec quoi, j'ai pas compris. Avec le fait qu'un spectateur au cinéma est plus ou moins dupé. Dans la mesure où il va du Cécile B2000, où il voit effectivement des couchers de soleil absolument affreux, et qui prend ça pour du pain blanc, et dans la mesure où dans un cinéma d'avant-garde, intellectualisant ou autre, ça m'est égal, le spectateur ressort et il a les deux points liés parce qu'il est effectivement obligé de se mettre autour d'une table, de se mettre la tête dans les deux mains et de réfléchir et de se torturer. Et évidemment, on veut provoquer le choc. Évidemment, les réalisateurs actuels veulent provoquer un choc puisque évidemment tout le public, paraît-il, est affreusement bourgeois et qu'il faut secouer cette bourgeoisie et que pour secouer cette bourgeoisie, il faut la remuer et la faire naître angoissée. Ça, c'est une optique, mais de toutes les manières, je crois qu'on est dupé. Et vous vouliez dire quelque chose? Moi, je voulais madame dire quelque chose de façon un peu plus générale. On a beaucoup employé les termes cinéma commercial, cinéma de grande consommation. Je crois qu'il faudrait beaucoup préciser. Est-ce que par cinéma commercial, on va entendre mauvais cinéma? Enfin, c'est un peu l'optique dans laquelle ça a été utilisé. Or, je crois que l'ambition du cinéma est de toucher du bon cinéma, justement, et de toucher le public le plus vaste possible. Et d'autre part, je pense que certains films qui touchent un très vaste public, donc qui sont de grande consommation, je pense à Baiser volé, par exemple, sont de très bons films. Alors, je voulais juste... Attention, je m'excuse, Baiser volé, à mon avis, n'est pas un film de grande consommation. Oh, moi j'ai l'impression que c'est un film... Tout le monde va avoir du Si, Truffaut, non, moi là je suis pas enfin, du tout d'accord. La mariée était en noir peut être un film de grande Ah, les Baiser gens volé voient est un pas- film de grande consommation, je pense. Enfin, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Ou les films de Lelouch, enfin, vous avez l'air de faire une distinction, mais moi je pense que ce sont des films de grande consommation. Enfin, je ne sais pas ce que les autres en pensent. Donc je voulais mettre ça au point parce que je crois qu'il y avait là une petite ambiguïté. À mon avis, on pourrait parler du problème de l'éducation du public dans le cinéma. Je veux dire, certaines personnes arrivent à un certain âge à pouvoir s'éduquer eux-mêmes parce qu'ils ont la possibilité, l'argent, enfin, ils choisissent leurs films, et d'autres personnes, effectivement, ils supportent que la publicité leur envoie les voir, et on pourrait parler de ce problème-là parce qu'on parle de bons films, de mauvais films. Et moi, j'ai une amie, enfin une amie, c'est pas une amie, mais elle a été voir Angélique et la Marquise des Anges, elle a trouvé ça merveilleux. Mais c'est vrai, mais c'est sincère. Donc on Mais pourrait... il y en a beaucoup qui ont trouvé Exactement. ça merveilleux. Et c'est là qu'est le problème, parce que moi j'essayais de lui dire, mais enfin c'est horrible, comment peux-tu... On pourrait parler donc de l'éducation. Et alors là, je trouve que des films comme La mariée du temps noir ou Baiser volé de Truffaut aident le public à accéder à des films de Godard, peut-être, parce qu'ils vont devenir exigeants. Ils vont voir des images, et puis il y a quand même une histoire, il y a quand même des choses très belles. Et alors ça va peut-être leur permettre d'accéder après à autre chose. Oui, mais il est certain que même si un grand public va à Baiser volé, ce public n'est pas aussi nombreux que celui qui va voir le tatouage. C'est dommage, non? C'est dommage. Ah, si ne croyez pas ça. Moi, je pense. Baiser volé, il a beaucoup de chance pour faire autant que le tatoué, je crois. Oui, je crois. Tant mieux. Beaucoup de chance de faire autant que le tatoué. À mon avis, il y a des cinéastes qui cherchent surtout à faire de l'argent, non? Enfin, Oui, mais nous ne parlons pas de cela, ça ne nous intéresse pas mais il y en a ce beaucoup soir. quand même. Oui, enfin. mais enfin, nous parlons du cinéma Je et crois non pas que de... C'est très très important parce que pour parler du cinéma, il faut voir aussi dans quelle manière il est possible d'y accéder. Or, comme je le disais tout à l'heure, dans certains quartiers qui ne sont pas au centre de Paris, on ne passe que des films d'amour, soit des films d'aventure, ou bien des films à très très grand spectacle. Mais jamais, ça peut être... Moi, j'ai bons vu Les films. Gauloises Bleues dans le 13e. Enfin, c'est peut-être un quartier central pour toi. Bon, eh bien, moi, une fois, je voulais aller au ciné. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. D'ailleurs, dans ces cas-là, j'ai vu les plus mauvais films. Et je me suis retrouvée dans le 18e et j'ai vu un film que j'ai trouvé affreux, je ne sais même plus de qui s'appelait La Salamandre d'or. Vraiment, ça ne m'a rien apporté. Je me demande vraiment pourquoi on va mettre des films comme ça dans des quartiers. Alors évidemment, là, ça n'est pas cher. J'ai peut-être payé 2,50 francs l'entrée. Mais qu'est-ce que j'ai vu aussi? Quand on commence à parler de cinéma populaire, du public, on tombe dans des
dans des montagnes de contradictions dont on peut difficilement venir à bout. Mais, à un moment, madame, vous avez dit, surtout ne parlons pas de cela, ceux qui veulent gagner de l'argent. Mais parlons de l'argent. Parce que tout repose là-dessus, dans le cinéma. Il faut bien se dire que le coût moyen d'un film est facilement de 200, 250, 300 millions. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire, ça. Parce que, imaginez une seconde que nous nous trouvions sur une planète où le papier soit aussi rare que l'est, par exemple, le diamant, soit plus rare que le diamant, puisque finalement, le diamant, il y en a partout. Où l'encre, ça coûte les yeux de la tête. Imaginez que écrire un livre et l'imprimer, ça coûte 200 millions. Essayez d'imaginer cette situation concrète. Je vous dis que le jour où écrire et publier un livre coûte 200 millions, il n'y a plus de livres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de littérature, il n'y a plus rien. Les seuls livres qu'on va oser prendre les risques de publier, ça va être Jean Bruce, San Antonio, Jacques Laurent, Cécile Saint-Laurent plutôt. Voilà, or, attention, il ne va plus exister que ça. C'est-à-dire que les autres, on ne pourra ni les publier, ni même les écrire, parce que s'il faut 200 millions pour écrire un livre de Verlaine ou de Baudelaire, on ne pourra pas l'écrire. On n'aura pas les moyens, on ne vous le donnera pas les 200 millions qu'il faut pour l'écrire. C'est-à-dire que des livres qui finalement sont populaires, comme Les Fleurs du Mal, ou Jadis et naguère, ou Les Contemplations de Victor Hugo, à ce moment-là disparaissent totalement de l'existence du monde et ne peuvent pas naître. C'est la situation dans laquelle se trouve le cinéma depuis 50 ans. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on parle de Truffaut? Pourquoi est-ce qu'on parle de Borderie? C'est parce que nous n'avons pratiquement pas autre chose. Si vous regardez tous les films qui sortent le mercredi et le vendredi, si vous regardez les 5000 films qu'on fait par exemple en une année, j'invente le chiffre, vous n'avez pratiquement pas autre chose que rien. Vous voyez, que rien. C'est un truc qui est absolument monstrueux et c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut jamais dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, on va au cinéma pour s'amuser, on s'amuse bien, c'est déjà quelque chose. Parce que c'est prendre une position d'acceptation d'une situation monstrueuse et c'est extrêmement grave. On ne s'en sortira jamais. Parce que c'est bien ça la situation. C'est que Jean Renoir, quoi qu'on en dise, John Ford, quoi qu'on en dise, c'est le Jean Bruce et le San Antonio du cinéma français, du cinéma. Et d'ailleurs, c'est extrêmement curieux de voir que quand on prend un hebdomadaire, même plus ou moins populaire comme les Lettres françaises, vous allez avoir en littérature des trucs sur Jean Paulhan, des trucs d'Aragon, etc. Vous allez avoir en peinture Mathieu, je ne sais pas qui, Vasarely. Vous allez avoir en musique, on va vous parler de Varèse, c'est-à-dire qu'on va vous parler de Messiaen, prenons un musicien plus populaire, de Messiaen, on va vous parler de créateurs qui ont une imagination créatrice qui s'exprime en art. Et au moment où vous passez au cinéma, on vous parle d'un cinéaste ou d'un film dont l'équivalent en littérature, en peinture, etc. serait Jean Bruce ou Chaplin-Midi de l'Institut, dont il n'est jamais question dans le journal. C'est-à-dire qu'au moment où vous tournez la page et vous arrivez à la page cinéma, vous faites un truc en chute libre de 5 millions de kilomètres et vous passez dans l'ordinaire, dans le vulgaire, dans le raté, dans le dégoûtant. C'est un truc qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on parle de cinéma, que j'exagère un peu, mais c'est ça la situation. Ça repose sur le fait que, parce qu'il va falloir y revenir, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, madame, et personne n'a répondu, vous avez dit, est-ce que chacun de vous voudrait faire un film, comment est-ce qu'il le ferait? Il faut absolument qu'on en vienne là, parce que pour moi, c'est l'essentiel. Eh bien, c'est que aucun de vous ne pourrait faire le film qu'il est très capable de faire, parce qu'il ne va pas avoir les 200 millions. Et il ne pourra le faire que le jour où il aura 200 millions, c'est-à-dire jamais. La semaine dernière, un débat sur le cinéma s'est ouvert entre les jeunes qui désiraient y participer en face de Michel Cournot. À celui-ci, qui a désiré s'exprimer très librement, l'ORTF avait laissé la responsabilité de ses opinions. Il a critiqué le prix des salles d'exclusivité, la cinémathèque et autres lieux,
quelques confrères au passage aussi. Les jeunes ont discuté avec lui des différents genres de films, ont débattu de leurs préférences, ont opposé leurs opinions entre eux, ont demandé des conseils à Michel Cournot ou se sont opposés à lui. Tout cela avec assez de véhémence et de passion pour qu'on en arrive à la fin de l'heure, juste au moment où cette question essentielle était posée. Si chacun de ces jeunes voulait faire un film, comment ferait-il ? La question reste posée. Elle ne sera pas résolue sans doute en un seul débat, elle est trop importante. Mais ce débat servira, je l'espère, à convaincre certains d'entre vous qu'il peut faire du cinéma. Avant de vous demander comment vous feriez si vous deviez faire un film, j'aimerais savoir ce que vous pensez du rôle de la critique du cinéma sur la façon dont se font les films. Oui, c'est difficile à faire la critique, on en a souvent parlé. Personnellement, je n'aime pas les critiques, je vais vous dire pourquoi, parce que ce sont des gens blasés. Ils voient sans arrêt tout au long de l'année des films et des films et des films, et quand il y a un film de qualité qui passe, ils ne le remarquent pas forcément parce que auparavant, ils en ont vu un qui leur paraissait meilleur. Alors, le deuxième, ils disent il est mauvais. Je me souviendrai toujours de ce film suédois, qui est une histoire d'amour. À la fin, les deux jeunes se suicident. Elvira Madigan, qui était un chef-d'œuvre. Moi, j'ai admiré ce film. Eh bien, toute la critique l'a assommé. C'était honteux. J'en ai parlé des critiques et je les ai engueulés parce que je dis vous êtes des dingues, franchement, d'avoir assommé ce film. Et ils m'ont dit ah oui, c'est vrai, vous avez raison, il était peut-être pas mal. Un type qui avait écrit un article con finalement m'a dit « Ah bah oui, vous avez raison, j'ai peut-être eu tort. » Non, c'est odieux, ça, vous comprenez ? Alors, voilà ce que je pense de la critique. Maintenant, il en faut une critique, parce que s'il n'y a pas de critique, bien sûr, personne ne sera informé que par la publicité. C'est un problème délicat, ça. Puisqu'on parle de critique, j'aimerais poser à Michel Cournot une question personnelle. Je vais vous demander si vous avez l'impression que votre rôle de critique pendant assez longtemps a beaucoup modifié votre approche du cinéma et a eu une grande influence sur la façon dont vous avez fait votre film. Non, notamment, pas du tout. Je pense à une certaine analyse assez poussée, enfin, non. Pas du tout, je pense pas, non. Je pense pas. Mais c'est une chance, parce que je crois que la critique pourrait dessécher un créateur. C'est souvent ce dont ils se plaignent, les critiques. Je crois que la critique, c'est très difficile. On a du papier et un crayon, et il faut remettre à une date donnée qui se reproduit à une vitesse vertigineuse un texte. Normalement, 8 fois sur 10, ça doit être raté, parce que ce sont des conditions inhumaines de remettre un texte à une date donnée. Moi, dès les premières années de classe, j'en souffrais. Je savais que si j'avais donné ma copie le lendemain ou le surlendemain, elle aurait été bien meilleure, souvent. C'est un travail très dur et que les directeurs et les rédacteurs en chef ne vous facilitent pas du tout. Voilà. On ne se fait que des ennemis, ou presque, et on se scie complètement dans la profession si on le fait honnêtement. Alors que faire un film, c'est vraiment l'enfance de l'art. C'est vraiment l'enfance de l'art et on n'a pas d'ennui. Une fois que vous avez l'argent, n'est-ce pas ? Alors, ceci dit, je parle des critiques qui feraient leur métier. Mais évidemment, ils ne le font pas. Parce que c'est leur moyen de gagner leur vie. Ils ont peut-être des enfants, tout le bazar. Et si jamais... Parce que ce que vous dites, c'est prodigieusement juste. C'est-à-dire, ils ont 50... Par exemple, prenez les hebdomadaires. Ils ont 52 articles dans l'année. Eh bien, ils font 52 articles. Que ce soit Elvira Madigan ou la Marquise des Anges, ils font leurs 52 articles avec la même place, la même façon d'en parler, un peu. Ça raconte ça, c'est joué par ça, etc.
Vous comprenez? Donc, chaque article d'un critique, en fait, est une espèce de démission, d'abdication. Mais le critique qui voudrait faire sérieusement son métier, normalement, serait fichu dehors. Parce qu'il y a un truc très embêtant, vous pouvez écrire sur la politique n'importe quoi dans un journal, absolument n'importe quoi, d'ailleurs ils écrivent tous n'importe quoi. Vous pouvez écrire sur la politique n'importe quoi, sur la littérature à peu près n'importe quoi. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est que sur le cinéma, tout le monde a son avis. Parce que le rédacteur en chef, c'est l'Express du colonel Van Ryan qu'il aime. Le directeur, il trouve que s'il y a un film avec Liz Taylor et Richard Burton, il faut en parler. Vous voyez, ils ont tous leur avis. Tandis que le rédacteur en chef, ils lisent jamais rien, sauf les bouquins d'Henri Troyat. Ils vont voir jamais aucune exposition, sauf les Égyptiens parce que c'est de l'or. Et oui, vous comprenez, c'est ça les rédacteurs en chef, c'est prodigieux. Ils ne vont jamais écouter de la musique, ils sont complètement incultes et ils ne savent rien. Mais ils vont voir le film du samedi soir, aux Champs-Élysées à 1200 balles. Donc, ils croient connaître le cinéma, ils ont leur avis dessus et ils empêchent le critique de faire son métier. Moi, je crois qu'on aurait intérêt à laisser tomber la question de la critique, d'autant plus que je crois qu'elle n'a aucune importance et qu'elle ne peut avoir une influence que sur la carrière de films qui sortent dans une salle de 150 places au Quartier Latin. C'est à peu près tout. Elle n'a aucune influence, la critique. Vous croyez qu'elle ne peut pas empêcher le public d'aller voir un film? Ça, je crois absolument pas. D'ailleurs, c'est jamais arrivé. Prenez, il y a un truc très frappant, tout récent. Comment ça s'appelait? Le Grand Maune. Le Grand Maune, oui, vous savez qu'il faut prendre, mais il faut voir, il a été assommé, mais par tous les journaux, revues, hebdomadaires, quotidiens, mensuels, traînés dans la boue, et les types disaient, c'est incompréhensible, personne n'ira, ça a été un succès public absolument fabuleux, et c'est toujours comme ça. Non, c'est la critique. Il ne faut pas en parler, elle n'existe pas. Moi, je ne crois pas que c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'elle n'a pas tellement de valeur en soi. Non, je ne crois pas que ce soit tellement la critique qui détermine les gens à aller voir un film. C'est plutôt parce que le film passe à tel endroit qu'on en connaît le titre, qu'on en connaît le metteur en scène et que c'est la renommée, la réputation. Oui, mais quand ce n'est pas le cas, justement, quand on a affaire à un illustre inconnu, eh bien, on est bien embêté. Moi, si je reprends le cas d'Elvira Madigan, j'ai lu une critique mauvaise. Sur l'instant, je me dis, ça ne va pas être très bon parce que vraiment, la critique était mauvaise. Et puis, un ami m'a dit, va voir ça, c'est sublime. Alors, j'y suis allé et puis, il avait raison. Alors, donc, a priori, on est toujours réticent quand la critique est mauvaise. Moi, je pense que je n'aurais pas lu de critique. Je serais peut-être allé voir le film parce qu'on m'aurait dit que c'était formidable. Et après, j'aurais eu envie de voir les critiques. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui lisent les critiques après avoir vu le film qu'avant. Parce qu'on aime bien sentir que son avis est partagé ou pas. Oui, mais alors, qu'est-ce qui vous a... Elle lit d'abord. À la fin, ça m'intéresse pas. En général, justement, les personnes lisent d'abord les critiques pour la bonne raison que les critiques paraissent juste quand le film sort. Par conséquent, on va pas. C'est très rare que les gens aillent voir le film juste le jour où il sort. Non, ce qui est lamentable en fait, c'est que les gens lisent une critique et lisent pas 10 critiques. Ah oui, mais... Enfin, je crois que Michel Cournot a raison. Ce qui est plus important, c'est de faire un film. Et tous les jeunes qui sont là pourraient, d'après ce que vous me dites, avoir envie de faire un film. Et vous allez leur donner les moyens. Ah, moi, sûrement pas, je pas un sou. Mais je voudrais les entendre parler parce que ce que je crois vraiment, c'est que tout le monde peut faire du cinéma. Non, moi, je suis d'accord avec M. Cournot quand il dit que c'est très facile de faire un film. Surtout quand on sort d'un film comme Les Gauloises Bleues, où on a l'impression qu'il suffit de frapper les gens, de leur donner des images comme ça, pan, et hop, le film est terminé. Surtout si on a eu les 200 millions donnés, par quelqu'un comme ça. On reçoit les 200 millions pour le faire, on dit je vais faire n'importe quel film, mais comme de toute façon les gens vont rien y comprendre, ils vont trouver ça très bien. Alors c'est parfait, j'ai fait un film et je suis content. Et puis si un peu je peux glisser quelques petits trucs assez spéciaux du genre on voit un beau permis de vivre sur l'écran, ça plaît, ça fait bien. Et puis si après le jour où on voit les gens en train d'accoucher, on fait des sales têtes aux accoucheurs, ça marche encore mieux. Enfin quand je vois un film comme ça, j'ai l'impression que moi aussi je suis capable de faire du cinéma. Enfin il y a certainement des passages que je suis incapable de faire. Mais des trucs comme ça, j'ai l'impression que je suis capable d'en faire assez souvent quand même. Et facilement. Si j'ai les 200 millions, s'entend. Oui, mais alors là, tu parles au niveau artistique, s'entend. Tu parles... artistique ? Oui, artistique, je veux dire par là que... on dit, est-ce que je suis capable de faire un film? Mais pour ça, évidemment, il faut avoir une grande maturité, des dons artistiques, etc. Mais on parle, est-ce qu'on est capable de faire un film matériellement? Voilà plutôt le problème. Ça, c'est impossible. Non, ça, c'est impossible. Non. Excuse-moi, je fais partie d'un groupe de copains. On a déjà tourné plusieurs petits films. Ça revient à un prix excessif. Et puis on en a tourné un plus gros. Ça nous est revenu à déjà 1 million. C'est très petit.
et il dure, on a 1 heure de pellicule. Enfin, mais il sortira jamais, sûrement. Moi, je trouve que c'est pas intéressant de savoir si on a les moyens de faire un film, si on a 200 millions derrière. Ça. On n'en a rien à faire de savoir si tu as 200 millions ou si je les ai pas, voyons. Ce qui est important, c'est de savoir si on est capable de faire un film. Mais ça, tu peux pas le savoir comme t'as pas l'argent. Je voulais parler du problème de l'expression. Personnellement, moi, j'ai choisi le théâtre. Je veux dire, il est tout à fait normal que des gens choisissent le cinéma, d'autres la chanson, d'autres... Je veux dire, c'est un moyen d'expression. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Michel Cournot quand il disait qu'il y a un besoin de création. Pour moi, le cinéma, c'est avant tout une création, une imagination créatrice. Dans le théâtre, enfin, je sais pas, je voudrais essayer de créer quelque chose. Oui, mais il suffit, si tu c'est un moyen d'expression. Oui, mais en dehors du problème de te faire engager, si tu veux créer au théâtre, tu montes sur ta scène et puis c'est fini. Mais au cinéma, c'est pas le cas. Il faut d'abord que tu aies l'argent pour le créer. Sinon, tu peux pas faire du cinéma. Tu peux faire du théâtre dans ta chambre. Oui, non, mais d'accord, mais on parlait, je crois que tout le monde est capable de faire un film, mais tout le monde ne veut pas faire un film. Il y a des gens qui choisiront ce moyen d'expression, même s'ils avaient les 200 millions, et d'autres qui choisiraient un autre moyen d'expression. Oui, mais là, on parlait justement des problèmes que posait le désir de vouloir faire un film. Et justement, on ne peut pas. Mais ça, je crois d'ailleurs, c'est... Vous parlez simplement d'argent, mais vous oubliez le mot notion de talent. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ah bah si, c'est ça. Mais parce que je dois parler des gens qui tapent un film, et... Enfin, je veux dire, il y a des gens, c'est normal que certaines personnes aient une renommée durant leur vie. Mais à mon avis, ils ne resteront pas dans les grands noms du cinéma. Oui, mais le problème ne se pose pas comme ça. Si tu aies du talent ou pas, si tu veux faire du théâtre, tu peux toujours commencer à en faire. Mais si tu as... Si. Enfin, je peux tu commencer peux jouer à une prendre fois. Des cours, mais non, mais tu peux jouer une fois. Tu joueras peut-être pas 2, mais tu joueras une fois. Mais au cinéma, c'est le cas. C'est pas le cas. Que talent ou pas talent, tu peux pas commencer. Nous voulons savoir, une fois les questions d'argent qui sont très graves, oubliées pour le moment, est-ce que vous, tous autour de cette table qui vous intéressez au cinéma, vous êtes capables de faire un film? On ne dit pas un bon film, mais de vous exprimer en faisant un film. Si vous en avez envie. Oui. Ah bah, c'est ça tout le problème. Ouais. Oui, parce que on peut parler du cinéma et ne pas avoir envie d'avoir une caméra. Il m'est arrivé très souvent d'avoir envie de faire un film en sortant d'un très bon film. C'est-à-dire, on voit une œuvre d'art et on voudrait en faire de même. Mais les problèmes techniques et un manque de maîtrise du langage cinématographique, au fond, ont fait que c'était plutôt un rêve qu'un désir très, très réel. Mais je ne pense pas que tous les créateurs et que tous les cinéastes aient appris à faire un film. Mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a des cinéastes comme Christian Jacques qui en sont à leur 60e film et qui n'ont jamais appris à faire une séquence ou un plan. C'est ça l'histoire. Non, ce qui est intéressant, si on se pose la question, c'est parce que il me semble que ça fait déjà des dizaines d'années, et ça va s'empirant et s'empirant, qu'il y a une sorte de notion du metteur en scène de cinéma comme d'un personnage particulièrement capable, intéressant et méritoire. Et je crois que ça a donné l'impression à beaucoup de jeunes gens que c'était un peu hors de leur portée en ce qui concerne justement la création. À partir du moment où supposons qu'un film coûte 10 millions, qu'il fasse un film en 8 ou en 16, on leur plaçait le cinéma sur un tel piédestal, et les cinéastes avec leurs interviews et leurs machins, qu'on avait l'impression que c'était un art vraiment hors de portée. Mais je pense qu'a priori, il est quand même plus facile de prendre une feuille de papier, un crayon, d'écrire un poème, que de créer un film, que de faire un film. Mais non, mais matériellement, c'est plus simple, une feuille de papier, un crayon. Tu n'as pas sérieusement envisagé, par exemple, de le faire. Mais justement, parce qu'a priori, ça me paraît des problèmes, il me semble qu'il y a des problèmes techniques tout de même beaucoup plus grands. Il n'y en a aucun, moi, je crois. Je crois qu'il n'y en a aucun. Vous faites une fausse idée. C'est beaucoup plus difficile, je suis sûr, qu'il est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile d'écrire Les Chants de d'horreur que de faire du cinéma. Même écrire un roman, ce qui est déjà beaucoup plus facile quand même, je crois, que de la poésie, c'est... vous avez le papier et le crayon, puis c'est tout. C'est tout. Et un dictionnaire, mais oui. Tandis que, quelle différence y a-t-il? Écoutez, peut-être que vos parents ou vous-même, vous avez des 8 ou des 16, des pâtés baby, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, vous filmez votre petite sœur sortant du bain, au bord de la mer l'été. Bien. Quelle différence y a-t-il entre ça et Baiser volé, à mon avis? C'est tout simplement que Truffaut, on lui a donné, pas Baiser volé, c'est un mauvais exemple, mais prenons La mariée était en ordre. Alors Truffaut, qu'est-ce qu'il a en plus que son pâté baby 8 mm et sa petite sœur qui sort de l'eau? Il a
un livre qui n'est pas de lui. C'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. Un scénario qui est probablement pas de lui. Des dialogues qui sont pas de lui. Une caméra qu'il n'a jamais fait fabriquer lui-même, qui est un appareil absolument génial. Une pellicule insensée, qui ramasse tout ce qu'on veut, n'importe comment, et qui vous chope un arbre à 500 mètres et la couleur du ciel, n'importe comment. Tous les cadeaux du bon Dieu, disons. Les arbres, les chevaux, le ciel, la couleur, la lumière, les maisons, enfin, des fleurs, tout ça. Des acteurs qu'il n'a pas fait. C'est pas ses enfants, puis même si c'est ses enfants, c'est pas lui qui les aurait fait, c'est pas lui qui les a inventés, modelés, c'est pas M. François Truffaut qui a fabriqué la voix de Jeanne Moreau à supposer qu'elle soit bonne. Bon. Il a tout ça. Il a 30 techniciens, ou 5 ou 2, comme il veut, qui savent faire de la photo, qui savent prendre du son, il y a les magnétophones, il y a des lampes. Non mais je crois qu'il faut bien se rendre compte que presque tous les cinéastes sont des types qui ne savent ni écrire, ni dessiner, ni peindre, ni regarder, ni écouter, ni rien faire, mais qui savent être le petit Napoléon d'une équipe de 20 ou 25 personnes capables, plus ou moins capables ou très capables, et que tout ça, je vous assure que ça va tout seul. Il ne se pose aucun problème. Et ce qui est prodigieux, c'est que vous filmez Madame Jeanne Moreau collant son visage à une vitre, et vous le projetez, vous avez quelque chose, sans avoir rien fait, que de simplement mettre le cadre quelque part, vous avez quelque chose, mais d'absolument sublime, qui peut être absolument sublime, à la fois beau, émouvant, intrigant, merveilleux. Et qu'est-ce qu'il a fait, le type, là-dedans, le metteur en scène? Il a eu l'idée, peut-être. Rien, mais non, il n'a même pas eu, même pas. Mais alors, ça ne donne pas tellement envie d'être metteur en scène. Ah si, parce qu'on peut faire autre chose que La mariée était en noir, on peut faire, excusez-moi, monsieur, Les Gauloises bleues, qui est tout à fait autre chose. Nous allons illustrer ce débat de plusieurs images. Voici la première. Elle sera belle, émouvante, intrigante, ceci pour reprendre les termes de Michel Cournot. Nous avons donc choisi de vous faire entendre 3 courts passages du film Mademoiselle, où nous retrouvons Jeanne Moreau. Pourquoi Jeanne Moreau ? Parce qu'elle a été citée plusieurs fois au cours du débat précédent. Et pourquoi ce film ? Eh bien parce que il nous semble être de ceux que Michel Cournot n'aime pas. Nous ne nous associons pas, bien sûr, à cette idée. Ne voyez dans ces 3 courts extraits mis bout à bout, et sans esprit de continuité, ne voyez donc qu'un exemple. Mais pour nous, ces 3 exemples tendent à prouver que le cinéma est avant tout une image et que le cinéma a besoin d'images. Et que disent les enfants? Rien. Mais aux récréations, ils en parlent? À moi, jamais. Et entre eux? Rien non plus. Comme leurs parents. Mais de quoi parlent-ils? Vous savez bien, des bêtises. On tourne en rond. 6 attentats et on soupçonne toujours le même. Manou. Sans preuve d'ailleurs. Il a toujours eu un alibi. Sans parler des gens qu'il a sauvés. Oh, dévouement magnifique. Il fait ça pour brouiller les pistes. Il risquait surtout d'y laisser sa peau. Vous n'êtes pas fatiguée, mademoiselle? Non, c'est rien. Les enfants sont seuls, il va falloir que j'y retourne dans un moment. Laissez-la, c'est pas elle. Moi je sais qui c'est mademoiselle. Comment tu le sais? Parce qu'elle fume. Je l'ai vue. T'en connais plus, toi, tu dors, qu'est-ce que t'attends? Qu'il ait rasé le village? Oh, taisez-vous. Là, son fils. Bah, dis donc, il est en retard pour l'école. Mais s'il part, Il le faut, mademoiselle, c'est la seule chose à faire. Mais c'était lui le seul qui risquait sa vie. Il s'est conduit comme un héros. Je l'ai vu.
Il éblouissait le feu. Le feu avait l'air fait pour lui. S'il reste, il est en danger, mademoiselle. Non, c'est nous qui sommes en danger. Ne le poussez pas à vous, ça pourrait vous coûter cher. Il faut que je parte. Les élèves m'attendent. Elle est seule. Elle n'a personne. Je raconte des histoires. Quand elle parle comme ça, elle est presque belle. Le dauphin avait 3 maréchaux, qui s'appelaient La Hire, La Trémouille et Gilles de Rais. Qui sait quelque chose sur Gilles de Rais? Personne. Alors je vais vous raconter. Gilles de Rais était un homme méchant. Très méchant. Cruel. Quand la guerre fut terminée, il revint vivre dans sa forteresse en Bretagne. Il envoyait ses serviteurs dans la campagne environnante pour enlever des enfants et les faire enfermer dans des cachots. Quand il en avait envie, il en choisissait un et le faisait pendre vivant au-dessus d'un brasier pour le faire brûler et mourir à petit feu. Quelquefois, la nuit, Gilles de Rais incendiait des fermes et des maisons quand les gens dormaient. Il incendiait des forêts entières. Et du haut de sa tour, il contemplait les fermes et les forêts en flammes. Tout le monde savait qu'il était coupable. Mais personne ne l'accusait. Personne n'osait. Vous, Bruno, qui était la reine à cette époque? Naturellement, vous ne savez pas. Vous ne savez jamais rien. Venez ici. Regardez vos genoux. Ils sont sales. Enlevez vos chaussures. Regardez vos pieds. Ils sont sales. Vous êtes dégoûtant. Mettez-vous au coin. La reine était Isabeau de Bavière. C'était une reine dévergondée et sale, couverte de perles, d'or et de poux. Ils étaient tous dégoûtants. Gilles de Rais, Charles VI, Isabeau de Bavière. Mais à la même époque, vivait une innocente fille, une guerrière et une sainte, Jeanne d'Arc, destinée à mourir par le feu, mais livrée à l'éternité. Venez voir, c'est pas possible. Quoi? Regardez, on dirait mademoiselle. Mais oui, c'est elle. Venez voir, c'est mademoiselle. C'est elle? C'est bien elle, allons-y. Hé, venez avec nous, regardez. Qu'est-ce qui vous a fait ça, mademoiselle? Oui, dis-vous. Pousse-toi donc. Dans quel état vous êtes? Vous en faites pas, mademoiselle, on va vous reconduire. Oui, vous en faites pas. C'est encore un de ses coups. Forcément, c'est lui. Mademoiselle. Mademoiselle, c'était lui. Oui. La porte se referme sur Jeanne Moreau. Nous retrouvons dans notre studio Michel Cournot. Je crois qu'il n'y a aucun problème technique au cinéma. Que les problèmes techniques sont des problèmes uniquement de rapport entre les techniciens et leurs appareils. Parce qu'il est vrai que si vous tournez par un très grand froid, comme moi c'est arrivé avec du vent, une caméra peut avoir froid et tourner un peu moins vite. Alors il faut recommencer la scène parce qu'il y a des espèces d'élancements lumineux parce que la caméra a eu froid. Il peut arriver qu'un joint de magnétophone, puisque nous avons ici des ingénieurs du son, il sait qu'ils peuvent avoir des ennuis. Mais c'est tout. C'est tout. Est-ce que madame, vous savez, c'est pas plus difficile de faire un film qu'une émission de radio. J'ai pas l'impression que vous vous cassez la tête pour avoir une demi-heure ou 3/4 d'heure de radio. Or, la radio, c'est quelque chose. Est-ce que vraiment, pour vous, c'est monumental comme effort, des déploiements d'intelligence non, c'est à ma pas mesure. Voilà. Ce n'est pas un déploiement d'effort. De même, mais il est ça à la me mesure. Suffit. Voilà. Ça me suffit. Il est à la Je ne mesure cherche pas à être comprise des autres, ni que les autres apprécient mon effort.
n'est-ce pas? Si, Je suis pense sûr que qu'au les moment... autres ont des excusez-moi, efforts. pardon, c'est pas vrai. Au moment où vous allez faire votre montage... C'est pas moi qui le ferai. Oui, eh bien, oui, mais vous allez y assister ou y prendre part ou le Oui. regarder. Vous n'allez pas vous amuser à flanquer tous les mots en l'air ou à l'envers pour que ça constitue une suite sonore de vocables absolument incompréhensible. Ça serait drôle, comme vous le disiez vous tout à l'heure, peut-être, enfin c'est dans le même sens, 2 minutes ou 30 secondes, mais pas 1 heure. Donc quand même, vous allez respecter déjà quelque chose qui doit être compris. Oui. Oui. Il faut faire Non, je attention. dis, je ne cherche pas à faire comprendre mon effort, mais je cherche à faire comprendre votre débat. Oui, c'est ça. Ben, ça peut se faire. Mais je ne pense pas que faire une émission, ce soit créateur, en l'occurrence. Mais N'est-ce pas? vous, Et je le regrette. vous croyez que les cinéastes, c'est créateurs? Je l'espérais, oui. Ah, pas du tout. Bon alors, excusez-moi, je voudrais que vous expliquiez sur la différence que vous avez faite entre La mariée était en noir de François Truffaut et entre Les Gauloises bleues de Michel Cournot. Oui. Ou alors, où est la différence si justement il n'y a pas création? Où est la différence? Mais là, il y en a- Ah, si, T'as si, pas parce que compris du Monsieur tout. Cournot a créé, enfin d'après vous avez créé, non? Bah, d'après Oui, moi... mais justement, non, mais mais Monsieur qu'on soit Cournot d'accord ou pas, tant pis. vient de dire le metteur en scène n'est pas un créateur. Ça dépend. Si, si. Quel Alors, Le metteur en scène. justement, Je veux dire dites-moi qu'il n'y a où est pas la de problème différence. technique. J'ai dit qu'il n'y a aucun problème technique. Il ne faut pas se faire des montagnes. Vous arrivez, vous faites votre film, vous allez jusqu'au bout. Vous n'avez aucun problème technique. Là où il y a la différence entre la création, c'est tout simplement que 10 cinéastes sur 10 rentrent dans des coups, rentrent dans des affaires. Il y a un livre qui traîne depuis des mois sur les bureaux des producteurs. Personne n'en veut, puis finalement, il y en a un qui le prend. Et puis, on lui fait sa liste d'acteurs, autrement le film ne se ferait pas. On lui colle Catherine Deneuve, automatique. Et puis, on lui dit qu'il faut que ça soit construit, il faut qu'il y ait un suspense, il faut qu'on comprenne, il faut que ça intéresse, il faut qu'il y ait une histoire. L'histoire. Il faut qu'il y ait une histoire. Il faut que cette histoire soit bien racontée, comme ils le disent. Alors, il y a des types qui lui font ça. Et puis on lui dit, dites donc, il faut un dialogue qui s'entende, qui soit assez drôle. Alors, on donne Audiard. Comme Audiard est paresseux comme une loche, et qui veut rien fiche, il fait un petit quelque chose, et puis on met 2 ou 3 sous-Audiard qui complètent. C'est ce qu'on appelle le dialogue additionnel. Il y a des professionnels qui vivent entièrement en faisant des dialogues additionnels, par exemple sur ceux d'Audiard. Et puis, tout est comme ça, vous comprenez, de fil en aiguille. C'est bien que finalement, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que dans Qu'est-ce le qu'ils ont cinéma, fait? il y a des metteurs en Ils scène n'ont rien qui ont aussi fait. des nègres. C'est-à-dire que quand on parle même d'Alain Resnais, excusez-moi, Alain Resnais, pour moi, c'est au cinéma à peu près ce qu'est Raymond Rouleau au théâtre. C'est-à-dire que c'est absolument pas croyable. On dit Muriel d'Alain Resnais. Moi, j'ai jamais entendu dire, jamais, Tartuffe de Raymond Rouleau. J'ai toujours entendu dire Tartuffe de Molière, mise en scène par Raymond Rouleau. Pour moi, Alain Resnais, si intelligent, si cinéaste soit-il, il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien inventé, il n'a jamais rien créé. Les spécialistes de critique cinématographique essayent de nous faire croire qu'Hiroshima, c'est la même chose que Muriel. Je dis, c'est pas vrai. Monsieur Alain Resnais, c'est Raymond Rouleau. Raymond Rouleau met en scène Tête d'or de Claudel, les Précieuses ridicules, et puis une pièce de Beck ou de Sartre. Et puis on va nous dire c'est la même chose. C'est pas vrai, c'est pas la même chose. Moi je vous dis qu'il y a un film de Rob Grillet qui est typiquement, totalement un film de Rob Grillet, qu'il y a un film de Marguerite Duras qui pue Marguerite Duras de la première à la dernière image, je ne dis pas dans un sens négatif, un film de Quérol qui est exactement Jean Quérol tout craché, et que M. Alain Resnais a mis ça en scène. Oui, c'est pas un créateur, mais quand même il a travaillé, c'est pas mal. Nous allons interrompre ce débat car il nous faut maintenant, je pense, pour la compréhension de ce qui va suivre, nous remettre en mémoire plusieurs extraits de films dont il a été question. Tout d'abord, un premier extrait, La guerre est finie, où nous allons retrouver Yves Montand. La nuit en pleine campagne entre Burgos et Miranda, par exemple, avec ces kilomètres de désert autour de nous. Car je voudrais pas te vexer, mais les stations-service dans ton pays, c'est pas encore au point. Alors j'ai pas osé pousser la voiture. J'avais peur. Sans toi, aujourd'hui, j'aurais fait le touriste. Un bon repas dans un restaurant de poisson, du crabe à la sauce piquante avec le vin blanc de Ribeiro, ou alors le cochon de lait grillé chez Bottine, derrière la Plaza Mayor, et bien sûr cet après-midi, une course de taureau. D'habitude, j'ai pas le temps, je ne visite même pas les villes où je vais. Tu me croiras si tu veux, mais à Madrid, je n'ai pas encore mis les pieds au Prado. Je peux te le dire maintenant. Hier soir, quand tu m'as dit qu'il fallait partir tout de suite, j'étais enragé.
Ça se voyait, tu sais. D'habitude, on parle toute la nuit, mais là, tu as fait semblant de croire que je n'existais pas. Je m'étais arrangé pour rester 3 jours. Jusqu'à mardi, ma femme s'occupait de la librairie toute seule. Aujourd'hui, le Prado, demain, Tolède, Aranjuez, 3 jours de vacances, en fin de compte. Alors, tu comprends, hier soir, quand tu as lu la lettre que je t'ai apportée, que tu m'as obligé à repartir dans la nuit, j'étais plutôt en rogne. Ah, en somme, j'ai gâché ton voyage, quoi. Eh bien, plains-toi auprès de la police espagnole. Il y a déjà du monde. C'est Pâques, ils vont passer la journée en Espagne. Ça vous facilite les choses, ils ont moins de temps pour regarder les passeports. Comment faisiez-vous avant? Avant? Quand la frontière était fermée, quand il n'y avait pas de touristes. On passait par la montagne. Parfois, on tombait sur la garde civile. Alors on s'ouvrait un passage à coups de feu. Avec toi, vraiment, il n'y a pas de problème. Comment? À t'entendre, personne ne peut penser que t'es espagnol. Moi-même, parfois, je l'oublie. La dernière fois, j'ai passé un copain qui parlait pas un mot de français. Il faisait semblant de s'être assoupi. N'empêche que si on lui avait posé la moindre question, nous étions cuits. Avec toi, c'est du gâteau. Veuillez garer votre voiture un peu plus loin, s'il vous plaît, monsieur, au poste de police. Pourquoi? Écoutez, je suis pressé. Contrôle de police, avancez votre voiture. Allons-y, voyons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en sais pas plus que toi. C'est un hasard? Tu es sûr de tes papiers, au moins, Carlos? Rappelle-toi ce qu'on a convenu, ça doit marcher. Laissez la clé de contact. Suivez-moi. Et les bagages? Aucune importance. Vous pouvez les laisser. Dites donc, vous en avez aux idées noires aujourd'hui? Oui. Merci. Eh bien voilà, c'est tout. Je lui ai acheté des livres, des revues, on a fait connaissance. Ainsi, monsieur René Salange, vous étiez en vacances dans la région. Oui. Seul? Oui, seul. Vous habitez à Paris, 4 rue de l'Estrapade? Non, 7. Vous avez connu monsieur Jude à Hendaye dans sa librairie, monsieur Salange? C'est ça. Madame Jude, quel est son prénom déjà? Marie. Elle est charmante. Vous avez le téléphone à Paris, monsieur Salange? Bien sûr. Médicis 33 74. Un autre extrait. La Musica, Marguerite Duras. Dans un hôtel d'Évreux, elle, Delphine Seyrig, lui, Robert Hossein se retrouvent et évoquent leurs souvenirs. Vous n'avez pas changé. J'ai vieilli, je le sais bien. Je ne parlais pas de votre visage. De visage, oui, vous avez un peu changé. Comment? Le regard, je crois. Vous aviez un regard très doux. Et puis, dès qu'on vous voyait, on savait à peu près à l'avance ce que vous alliez dire. Ça devait être très ennuyeux de savoir comme ça à l'avant. À la fin, dans les derniers mois, c'était très ennuyeux. On savait que vous alliez mentir. Il est tard. Non, restez. C'est extraordinaire qu'on puisse se parler comme ça. Vous vous souvenez des derniers mois? L'enfer. L'enfer, oui. À ce point-là, ça ne doit arriver qu'une fois par existence. Vous parlez de quoi? D'un enfer pareil. Je crois. Ou alors c'est que l'expérience, cette chose abominable, ça ne sert à rien. Oh. J'ai quand même pensé depuis. C'est qu'on n'a pas trouvé une autre manière de... D'échapper à la fatigue, par exemple? Oui. Je crois. Troisième et dernier extrait. Trans-Europe Express. Alain Robbe-Grillet. Il y joue là son propre rôle. Il est accompagné de sa secrétaire et
va voyager, semble-t-il, avec le producteur de film qui, en réalité, est le vrai producteur du film d'Alain Robbe-Grillet. Ah, bonjour Jean. Salut Marc, bonjour Lucette. Il est rudement chouette ce train. Qu'est-ce que c'est que ça? On devrait tourner un film dans un train comme ça. Oui, pourquoi pas? On pourrait l'appeler Trans-Europe Express, c'est un bon titre. Bon, d'accord. Quel sujet? Trafic de drogue. Tu sais, quelque chose d'animé, des bagarres, des viols, des trucs qui sautent. Très bien, on commence tout de suite. Tu as ton magnétophone? Oui, oui. Voilà, c'est prêt. Bon, allons-y. Sur un quai de la gare du Nord à Paris, un trafiquant de drogue reçoit d'un complice une valise truquée à double fond qui doit servir à rapporter de Belgique plusieurs kilos de cocaïne. Il monte ensuite dans le Trans-Europe Express à destination d'Anvers. Mais la police, toujours sur le qui-vive, a filé notre homme, qui, à peine installé dans son compartiment, se voit assailli par 3 défenseurs de l'ordre armés jusqu'aux dents. Rappelons à ce sujet que le trafic des stupéfiants représente une part non négligeable du revenu national, soit 0,17% de l'ensemble des opérations de transit réalisées pour le compte d'importateurs temporaires par des organismes privés, c'est-à-dire 1 pour 1000 de leurs bénéficiaires, 100% représentant le prix d'achat de la matière première. Ces 3 exemples, ces 3 extraits de films ont dû vous servir comme point de repère et vont maintenant peut-être vous permettre de mieux suivre la suite de notre débat que nous retrouvons tout de suite. Je vous demande pardon, tout à l'heure vous disiez, et à juste titre d'ailleurs, que ce serait assez facile de faire un film parce que on a tellement de moyens à sa disposition, tellement de techniciens, tellement de bons acteurs qu'il n'y a plus qu'à emmagasiner le tout et c'est parfait. Seulement, alors là, je dis c'est vrai dans un sens, mais je vous pose la question, comment se fait-il par exemple qu'un monsieur comme Kayat ou Christian Jacques, avec les mêmes moyens que monsieur Truffaut, que monsieur René, c'est-à-dire de très bons comédiens, parfois un bon sujet, parfois de bons accessoiristes et tout, et de bons techniciens, pourquoi y en a-t-il un qui sort un bon film, monsieur René ou monsieur Truffaut, et que l'autre sort un navet? Là, je vous pose la question, comment ça se fait? Je considère quant à moi que Kayat, excusez-moi, c'est pas du paradoxe, on va plus s'en sortir si on cite des cinéastes. Non, enfin, que Kayat fait des films 1000 fois plus beaux que ceux de Truffaut et René. C'est mon opinion, elle est absolument sincère, ça peut vous sembler monstrueux. Enfin, vous parlez de Christian Jacques. Eh ben oui, mais c'est parce qu'il y a des types qui choisissent des sujets. Vous comprenez, c'est plus même eux qui choisissent. On le met sur des coups, sur des affaires. Un point c'est tout, c'est... Enfin, je pense qu'il y a un phénomène individuel. Il y a Bien une sûr, masse de livres, les gens avaient également un papier, un crayon et ils n'ont pas mais la de même toute valeur. façon, c'est un problème très simple. un film de Kayat, c'est quand même un film. Quel est l'autre? De Christian Jacques. Un film de Christian Jacques, il n'en a pas fait un avec Gérard Philippe, là, je sais pas quoi... Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe, mais oui, ne riez pas, c'est un film. C'est un film, exactement, c'est un film. Je vois pas en quoi ça n'est pas du cinéma. Oui, mais ce que je voulais vous signaler, c'est justement que parfois, avec les mêmes moyens techniques et artistiques quand il s'agit des acteurs, eh bien, 2 réalisateurs ne vont pas faire des films de même qualité. Ah, bien sûr. Comme quoi, mais comme quoi, il y a une part de création en sachant exploiter justement ce qu'on a, même si ce ne sont pas des créateurs totaux. Vous avez raison. Vous avez raison. Oui, alors je ne veux pas citer de nom particulier, mais c'est une personne particulière qui fait du cinéma. Et d'ailleurs, il est extrêmement difficile de voir ces films parce qu'il refuse justement toute concession avec même avec les salles d'arrêt d'essai. Chris Marker, est-ce que c'est un créateur ou alors est-ce que c'est un fantoche? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que c'est, Chris Marker? Chris Marker, c'est tout à fait autre chose. C'est un documentariste. Il a des appareils de reproduction, visuelle et auditive. Et il fait comme les cinéastes de Monsieur Pathé faisaient, c'est d'ailleurs du travail très intéressant à l'enterrement de Tolstoï ou à je ne sais quel tremblement de terre. Et comme certains types de cinéma vérité font au besoin dans des manifestations, comme les élèves de l'IDEC l'ont fait à la rentrée des usines Vondaire, si vous avez vu ce film, au moment du mois de juin, à la fin de la grève. Chris Marker, avec beaucoup d'intelligence et d'honnêteté, reproduit des événements. La plupart du temps, en effet, il y a lâcheté. Mais c'est ce qu'il fait d'habitude. D'ailleurs, il s'intitule documentariste. Il y tient beaucoup.
Oui, en tous les cas, il a fait des films, des films durant d'ailleurs 26 minutes, d'autres durant 3 heures. Lui, il s'est placé totalement en dehors, alors, peut-être, de ce qu'acceptent en ce moment les metteurs en scène. Ah oui, complètement. Oui, alors justement, est-ce que ce ne serait pas l'exemple de Chris Marker qu'il faudrait suivre? Je ne crois pas, parce que Chris Marker, quand on est au cinéma, et qu'on voit une salle de 1500 personnes, pliée en deux, de rire, de gaieté et de bonheur devant la grande vadrouille, on se dit que le devoir impérieux, à mon avis, n'est-ce pas, de tout cinéaste, est de remplir cette salle en ayant quasiment le même résultat avec autre chose que la grande vadrouille. Parce que la grande vadrouille, qui a d'ailleurs de grandes qualités techniques, c'est quand même des histoires insensées d'homosexuels dans des bains turcs, d'homosexuels dans des lits, de types qui se réveillent parce qu'ils ont senti un oreiller sous leur polochon. Je n'invente rien. C'est dégoûtant. Donc, on a immédiatement... Moi, j'ai cette réaction. Et je trouve que tout cinéaste devrait l'avoir. Il n'y a aucune raison qu'on continue à dégrader, détériorer et abîmer les gens par ces réunions publiques. Et finalement, vous savez qu'il n'y en a plus tellement de réunions publiques. Par ces réunions publiques dans les salles de cinéma. Donc, le cas Chris Marker, il est très intéressant, mais Chris Marker, il n'aura jamais, s'il continue, 1500 personnes dans une grande salle. Chris Marker, c'est automatiquement le ciné-club, la réessai, les étudiants, les cinéphiles, les bourgeois, les gens qui ont du pèse, etc. Ça. Oui, mais alors là, c'est que vous avez une idée sur la façon d'éduquer le public, et j'aimerais bien la connaître. Non, j'ai aucune idée sur la façon d'éduquer le public. Je vous dis que quand il y a 1500 personnes qui se tordent de rire à la grande vadrouille, moi j'ai envie en effet, j'ai envie d'avoir les 1500 personnes se tordant de rire à autre chose. C'est tout. Pourquoi je vois pas pourquoi. Pourquoi vous voulez absolument forcer le public à venir à votre idée, à vous, Michel Cournot? Le public est assez grand pour se conduire tout seul, vous croyez pas? Je trouve que tout le monde peut se rendre compte que faire marrer 1500 personnes parce qu'il y a un camembert sous le polochon d'un lit où il y a un officier allemand, ce qui est en plus absolument ignoble, un officier allemand et un soldat français pendant l'occupation, qui sont tous les deux dans un plumard, je trouve ça complètement indéfendable. On va me dire c'est génial. Peut-être, excusez-moi, c'est mon avis. Je suis obligé d'avoir un avis. Je trouve que tout le monde devrait avoir cet avis, en effet. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, quelqu'un qui veut mettre un tableau, il peut acheter un tableau de prise unique ou bien un beau tableau. Ah ben, ils sont libres. Moi, je me suis jamais placé à l'entrée des cinémas où on passait la grande vadrouille en disant n'entrez pas. Vous voyez? Jamais. Mais justement, le problème, ce serait d'essayer d'éduquer ce public. Mais... On revient toujours au même problème. Je veux dire... Oui, il y a un problème d'éducation, seulement il faut quand même pas croire qu'on va, comme ça, changer la médiocrité. Ça ne change pas. Le cinéma... je regrette. Alors, je regrette, ça se change. Ça se change, mais en partie, quand même. Non, ça se change, c'est prodigieux. Alors là, on va tomber dans la politique. Je vous dis que ça se change. C'est absolument insensé d'aller tout simplement, excusez-moi, dans les pays communistes. Mais malheureusement, dans les pays communistes anciens, parce qu'il semble apparaître que les pays communistes jeunes ont actuellement plus de chances de survie et sont peut-être plus passionnants comme expérience. Mais je vous assure, j'ai passé des années en Union soviétique, et je retrouve d'ailleurs le même phénomène quand je vois certains films soviétiques. Il y a quelque chose d'absolument insensé, c'est que... Tenez, j'en ai encore vu un la semaine dernière, qui s'appelle Mariage d'automne, qui est le premier film d'un jeune soviétique qui vient de sortir de l'Institut, c'est son travail de diplôme. Et 8 jours après, je rentrais à Paris, je voyais 2001, qui est soi-disant un film de science-fiction. 2001, j'y ai pas vu un film de science-fiction, sauf le premier quart d'heure, parce qu'aussitôt on retombe dans un conflit de caractère, de jalousie, de susceptibilité psychologique. Tandis qu'il y a quelque chose de prodigieux, c'est que ce premier film d'un jeune cinéaste soviétique, qui décrit presque rien, c'est-à-dire quelques jours de vie à la campagne, est totalement de la science-fiction. Parce qu'il n'y a pas un mot, un geste, un regard, un réflexe humain, un lien entre des êtres, qui ne soit, mais totalement neuf, complètement inventé, sans aucun rapport avec toute psychologie précédente qui est la nôtre, et on se trouve entièrement sur la Lune. Entièrement sur la Lune. Il n'y a pas, du premier plan au dernier, vous vous trouvez dans des trucs qui sont d'ailleurs sublimes, qui sont inimaginables chez nous,
qui sont pour vous autant de découvertes et de surprises dans les rapports entre les êtres, et qui en plus se compliquent d'un sentiment effrayant de cafard et de nostalgie, parce que vous vous dites que c'est déjà fichu. C'est déjà fichu, puisque j'ai bien l'impression que ça ne va pas durer. Et qu'il a fallu 50 ans, peut-être, pour changer les gens, mais je réponds à votre question, on peut complètement, par des moyens évidemment fascistes, d'intoxication totale, quand je sais que ça a été très loin, mais on peut arriver à changer complètement les gens, leur esprit, leur morale, leur réaction, leur psychologie, leur nature. On peut vraiment tout foutre en l'air, ça j'en suis sûr. Enfin, vous parliez de changer la mentalité du public d'une autre façon, en lui présentant des films de qualité qu'il aimerait assez pour remplir les salles. C'est cela votre ambition pour le moment? Je crois, non, moi pas, parce que je suis assez pessimiste, et je crois qu'on ne pourrait changer le public que par des moyens audiovisuels, concrets et violents. Maintenant, je vous demande de parler des Gauloises bleues. Non, il faut bien en faire parler les autres. Bon, alors que ceux qui l'ont vu... Alors on a déjà un avis, d'ailleurs. Oui. C'est que ce film, c'est n'importe quoi. Mais non, je n'ai pas dit que tout était n'importe quoi. Mais j'ai dit que vous aviez envie de revoir du public en le frappant de cette façon-là, c'est tout. Mais qu'il y a des trucs qui sont certainement très bien, il y a des trucs que j'ai pas compris parce que c'est vous qui l'avez fait et qu'il n'y a pas de raison que ce soit moi qui le comprenne. Mais il y a des trucs que j'ai trouvé tellement faciles pour amener des gens la prochaine fois, bah franchement ça m'a fait penser que vous aviez envie de les frapper uniquement pour qu'ils reviennent, c'est tout, quoi. Pour qu'ils reviennent voir les Gauloises bleues. Non, un autre, où il y aurait aussi Cournaude marqué en dessous. Ah, oui. Qu'est-ce que tu as trouvé tellement facile alors? Non, j'ai donné les exemples tout à l'heure. Le truc qu'on voit n'importe où, le truc très net du permis de vivre, moi j'ai trouvé... Quoi tu vois un truc, le type il sort un permis de vivre. Eh ben c'est pas neuf et puis c'est pas mal. Enfin, excusez-moi, mais je trouve pas ça malin. Moi je suis très vexé parce que je croyais que... Enfin, je savais pas que c'était marqué ailleurs. Mais c'est un truc, je vais pas vous dire que j'ai vu permis de vivre écrit ailleurs, mais c'est un truc qui semble tellement évident maintenant qu'il faut un permis pour avoir le droit de se balader, ou qu'en tout cas c'est dans un avenir proche, que c'est pas la peine de le raconter, enfin c'est pas que c'est pas la peine de le raconter au cinéma, mais je me suis peut-être trompé, mais j'ai eu l'impression que vous avez collé ça pour dire je vais m'attaquer à certaines gens, c'est sûr ça va leur plaire, ils vont revenir. Mais c'est pas le permis de vivre en lui-même, c'est le procédé que j'ai eu l'impression dont on dirait que c'est un procédé pour vous d'amener ça. C'est pas, je vous reproche pas de l'avoir amené, je vous reproche de vous en servir comme un procédé pour vous en servir une prochaine fois. Peut-être pas, mais enfin c'est l'impression que j'ai eue. Enfin, moi, j'ai pas du tout réagi de cette façon. Donc, je crois que tu ajoutes, ça t'a certainement, tu as vu le permis de vivre, ça t'a choqué parce que tu l'avais déjà vu et ça t'a énervé. Et tu as donné une interprétation. Moi, j'avais absolument pas conçu ça. Je sais que on avait déjà vu cette idée, mais enfin moi, ça m'a, au contraire, je trouvais que c'était pas mal. Moi, j'étais très très sensible à la poésie de ce film. Je trouve qu'il y a une poésie extraordinaire. Sur le plan purement logique, intellectuel, j'ai strictement rien compris, mais enfin, ça m'est égal. Moi aussi, le début du film, les sous-titres, la manière dont le film était annoncé m'avait un peu irritée. Je dois avouer, franchement, j'avais l'impression de voir du Godard sans Godard. Enfin, je me disais, oui, Michel Gournod va bénéficier des critiques, parce que son film arrive juste à un moment où le public commence à accéder un peu plus à ce genre de cinéma. Et puis, il y avait une poésie extraordinaire, qui m'est apparue, surtout, Annie Girardot arrive. Et aussitôt, et puis ce gosse, il y a un moment, le gosse mange de la terre, mais c'est extraordinaire, il y a une poésie extraordinaire. Mais la manière dont le film était annoncé au début m'avait irritée. À propos de l'explication, du déroulement logique du film, je voulais demander si vous pensez qu'une critique comme celle du Nouvel Observateur, par exemple, peut apporter quelque chose. Parce que, ayant lu cette critique, si vous voulez, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris en voyant le film. Par exemple, ils expliquent que lorsqu'il y a de la paille dans un berceau, c'est parce que les gens sont sur la paille. Moi, ça m'est paru poétique en soi. Est-ce que vous pensez que l'explication... D'abord, est-ce que c'était votre intention de dire ça? Et vous pensez que cette explication apporte quelque chose? Ou qu'il faut rester, au contraire, assez neuf? Ou quand les gens s'attirent mutuellement? Là, vous avez certainement lu la critique. Ouais. Mais si vous voulez, il y a... un essai d'explication par la critique qui m'a éclairé sur le film, mais je me demande si ça apporte quelque chose. Non, mais je crois que c'est dangereux, parce qu'il apporte une explication à lui, le critique. C'était pas la vôtre. Et qui n'est pas... C'est pas grave que ce soit pas la mienne, ça peut pas être la mienne. C'est la sienne. Ouais. Chacun vraiment a la sienne. À partir du moment où c'est de la poésie, oui, et où l'image vit, et où elle est signifiante et vivante, et où elle a justement ce lien-là
psychodramatique avec chacun des spectateurs, à ce moment-là, il y a autant d'images que de spectateurs, je crois. Tandis qu'il peut y avoir vraiment que très peu d'images ou qu'une image dans, disons, le dernier Marquise des Anges. Donc, là, il y a autant d'images. Mais alors, ce qui est embêtant, c'est que, voilà qu'un critique donne la sienne. Et qu'il la donne un peu comme objectivement. Oui, en effet, vous parlez de quoi? De la paille dans le livre? Oui, il dit par exemple, Michel Cournot prend les expressions expressions au pied de la lettre. Ainsi, quand les gens s'attirent mutuellement, on les voit s'attirer sur l'écran. Quand on voit de la paille dans un berceau, non, moi j'ai mis la paille. Toutes sortes de mythes beaucoup plus. Oui, moi j'ai simplement mis Alors, si vraiment, c'est pas du tout pour ça. Moi, je me rappelle que si j'ai mis de la paille dans un berceau, c'est parce que l'enfant elle est nette et c'était comme la crèche. Oui, moi c'est ce que j'avais. C'est simple comme bonjour. Oui. Et si vous voulez, cette explication avait à la fois limité et ouvert autre chose. Mais enfin, je crois qu'il vaut mieux peut-être laisser à chacun. Il faut laisser à chacun se faire son cinéma. Oui, je crois. Est-ce que la dernière image est une image optimiste? Le gosse qui sourit? Oui. C'est une image... oui, c'est... Parce qu'elle est assez en contradiction avec le reste du film. Non, mais... Elle m'a un peu déroutée. Ah non, mais je sais pas. Moi, j'ai mis simplement parce que je voulais le remettre. Parce que j'arrivais pas à le quitter, comme on se retourne sur quelqu'un qu'on va quitter, et puis parce que je savais très bien que cet enfant c'était fini avec lui, quand le film serait fini. Oui, mais au fond il sourit très peu. Donc j'ai voulu me retourner sur lui, encore une fois, c'est trop d'ailleurs peut-être, et il dit au revoir, et puis il sourit, si vous voulez, pour dire, vous savez tout ça, enfin dans mon esprit c'est quand même pas... C'est quand même du cinéma, n'exagérons rien. Moi, j'ai 6 ans et j'ai joué ça comme ça, quoi. Il faut laisser à chacun se faire son cinéma, a dit Michel Cournot, en refusant de parler plus longtemps de son film, avec une charmante modestie du reste. Ce débat, où chacun apportait en plus de ses critiques, ses suggestions et ses explications, ne nous a-t-il pas prouvé en effet qu'il fallait laisser à chacun se faire son cinéma?